Frédéric Savard avec vous pour un 37e épisode de la saison 3 de la balado du même nom. Semaine riche en émotions. D'abord, émotion d'horreur de cette découverte d'ossements de 215 enfants ayant fréquenté un pensionnat autochtone à Kamloops, en Colombie-Britannique. J'en parlerai pas beaucoup dans cet épisode, mais c'est certain que j'aimerais pouvoir aborder ce sujet possiblement la semaine prochaine. Là, j'ai envoyé quelques perches à des personnes que j'aimerais avoir pour prendre un peu de recul. Comme toujours, je pense que vous êtes habitués. J'essaie de ne pas réagir à chaud à certaines nouvelles. Et une nouvelle comme celle-là, je pense que ça mérite de prendre un pas de recul et d'offrir un espace de réflexion qui va au-delà de l'émotion. Je sais que ce n'est pas une démarche qui est toujours très populaire dans les sphères médiatiques, que ce soit les médias sociaux ou les médias plus traditionnels, mais en même temps, je pense que en faisant ça, j'ai envie peut-être d'éviter deux pièges. Le premier, en tout cas dans le cas qui concerne les pensionnats autochtones, le premier piège qui serait celui où tombe souvent un certain nationalisme québécois qui aime bien se décharger sur le fédéral de toute l'horreur de cette réalité des pensionnats autochtones, entre autres, comme si le fait d'avoir subi un certain racisme anglo-protestant à diverses époques de l'histoire du Québec dédouanerait ce même Québec de son rôle d'oppresseur envers les minorités et en premier lieu les peuples autochtones. Mais d'un autre côté, je pense qu'il y a un autre piège aussi à jouer, à trouver des coupables immédiatement, sans savoir toute l'ampleur de ce qui s'est passé, du contexte. On sait que ce sont des congrégations religieuses catholiques, entre autres francophones. Mais je prends exemple, en fait, avec le texte d'Émilie Nicolas du Devoir, qui, au lendemain de la découverte du drame de Kamloops, a choisi de se replonger dans les écrits de Lionel Groulx sur le missionnariat canadien-français pour tenter de prouver de manière insidieuse que puisque les Oblats et les religieuses qui ont administré ces pensionnats étaient des francophones, ben c'est comme si tous les francophones du Québec, d'ailleurs, elle fait un glissement entre Canadiens français et Québécois, alors qu'au début du 20e siècle, le terme québécois n'était absolument pas utilisé. C'est comme si on était tous un peu coupables. Je dis pas que c'est pas le cas nécessairement, mais je trouve ça un peu insidieux. J'ai l'impression que la réalité est un petit peu plus grise que le noir et blanc qu'on tente de nous imposer. À sa décharge, je dois avouer qu'Émilie Nicolas vise souvent juste dans ses chroniques, même si on sent souvent qu'elle se désole parfois que les Québécois ne soient pas aussi fédéralistes qu'elle. Ce qui expliquerait peut-être pourquoi les médias d'ici ont peut-être pas couvert ce qui s'est passé à Kamloops comme les médias anglophones. Kamloops, c'est quand même à 3000 km du Québec. Puis je pense que pour bien des gens, la Colombie-Britannique est aussi exotique et Kamloops est une ville aussi exotique que Kuala Lumpur. Il faut dire que Mme Nicolas est chroniqueuse. Faut pas l'oublier, elle n'est pas journaliste. Ça, souvent, on lui reproche ça, mais c'est une chroniqueuse. Alors, elle a le droit à sa grille d'analyse bien à elle. Une grille qui pourrait bien la positionner un jour pour devenir gouverneur général du Canada. Alors, à chacun ses ambitions. Cela dit, je salue le désir du gouvernement Legault de faire des fouilles appropriées ici même au Québec pour savoir si des fosses communes, je pense qu'on peut les appeler comme ça, comme celle qui a été retrouvée à Kamloops, existent au Québec. Évidemment, on ne reconnaît toujours pas le racisme systémique. Ça, je pense que ça va venir encore les hanter. Je pense que... Je pense qu'ils sont sincères dans ce désir-là de faire la lumière. En tout cas, j'espère qu'ils sont sincères. C'est drôle parce que on se demandait aussi cette semaine qui allait payer pour ces fouilles, parce que ça va coûter cher. Et c'est drôle, j'ai tout de suite pensé à la loi 21. Je sais que ça peut paraître étrange, mais n'oublions pas que la loi 21 ne va pas très en profondeur pour laïciser le Québec. Moi, je trouve, en tout cas, on aurait pu aller beaucoup plus loin. Entre autres, on a refusé de toucher les privilèges fiscaux séculaires que les congrégations religieuses ont profité. Des privilèges fiscaux qui sont restés à peu près intacts. Il me semble que ça va de soi que les coûts qui seront engendrés pour connaître la vérité sur ce passé devraient être pris en charge par les communautés religieuses. Évidemment, il y a peu de chances que ce gouvernement Legault ait le courage de toucher à ces privilèges, mais à mon avis, je pense que ça serait la moindre des choses que la loi 21 ait plus les moyens de ses ambitions et que ça ne concerne pas seulement d'interdire les signes religieux aux personnes en position d'autorité. Je pense qu'on a manqué une belle occasion. Je ne sais pas si sur le plan législatif, il est trop tard, mais moi, je trouve que si on voulait vraiment laïciser le Québec, vraiment, il faudrait élargir cette loi-là. Et là, avec ce qui se passe, ça serait peut-être une bonne occasion, justement, de tenter une forme de réparation et de faire payer aux responsables directs les exactions qui ont été commises.
Parlant d'ambition, je pense qu'il faut offrir nos pensées pleines d'empathie à l'ex-ministre Fitzgibbons, qui a dû quitter ses fonctions de ministre de l'Économie suite à plusieurs rapports accablants de la commissaire à l'éthique du Québec. Bon, on ne reviendra pas sur toute la polémique entourant le ministre Guibon, mais je pense que les autres médias l'ont très bien fait. Mais je retiens la chronique de Mario Dumont qui a fait paraître vendredi matin, qui, lui, il voit plutôt une manœuvre politique et idéologique de Québec solidaire. C'est Vincent Marissal qui a fait le premier, la plainte. Et pour lui, Québec solidaire, évidemment, c'est ce dangereux parti d'extrême gauche qui veut abattre le capitalisme et empêcher d'honnêtes millionnaires d'accéder au Conseil des ministres. D'ailleurs, François Legault aussi a un peu dit ça. On a de la misère avec ça, les gens d'affaires qui sont ministres. Selon Mario Dumont, l'expulsion de Fitz est nourrie par la haine des riches et qu'on oublie que derrière les manoirs à 6 millions, les yachts opulents et l'inscription à des paradis fiscaux, les millionnaires, bon évidemment c'est pas lui qui dit ça, là, c'est moi qui le paraphrase, les millionnaires sont aussi des gens qui ont pris des risques et qui créent des emplois. Ça, cette mythologie du risque, de la prise de risque des gens d'affaires, qui est vrai parfois, mais qui est souvent pas vrai. Il y a plusieurs études qui ont démontré que souvent la richesse, elle se transmet d'une génération à l'autre et que, dans le fond, les entrepreneurs d'aujourd'hui ont souvent seulement hérité des faits d'armes de leur paternel ou de leur mère ou de leurs ancêtres. C'est juste que ça tombe un peu mal d'écrire ça cette semaine, cette belle prise de risque, cette création d'emplois, quand on a découvert, entre autres, les baraquements insalubres des travailleurs étrangers des fermes de Mers, et on peut suspecter que c'est pas une exception. Les travailleurs agricoles étrangers au Québec, là, il y aurait un grand dossier à faire là-dessus, je suis certain, puis on serait vraiment pas heureux de découvrir ce qui s'y passe. On peut penser au dépassement de coûts annoncé pour les maisons des aînés. Mon Dieu, quelle surprise! Ça va coûter plus cher que prévu. Et le REM à Montréal, on nous annonce déjà que ça va coûter beaucoup plus cher et que les rendements demandés par la Caisse de dépôt seront épongés par les contribuables. Et ça, c'est sans compter les généreuses primes de 20 millions de dollars que se sont accordés les dirigeants d'Air Canada après une année affichant des pertes de 4,7 milliards et le licenciement de 20 000 employés. C'est aussi ça, le capitalisme des millionnaires. Et n'oublions pas qu'en premier lieu, au-delà des qualités intrinsèques de Pierre Fitzgibbon, il est peut-être effectivement extraordinaire. Il a toujours bien décidé de ne pas respecter des règles qui étaient pourtant claires et qu'il connaissait avant de faire le saut en politique. Alors, j'imagine que ça aussi, ça fait partie de cette prise de risque qu'affectionne tant Mario Dumont. C'est ça, aussi le capitalisme. Visiblement, je trouve qu'il y a une belle métaphore là-dedans. Mais bon. Trêve de médisance, je ne veux pas m'éterniser trop longtemps parce qu'on a un épisode assez chargé. On va parler des collèges classiques. Je vous l'avais promis avec Louise Bienvenue, historienne à l'Université de Sherbrooke. Vous allez voir, c'est un entretien passionnant sur les collèges classiques. Mais là, on va débuter cet épisode tout de suite avec Hélène Faradji qui trépigne presque à quelques heures du gala du cinéma québécois. Good morning, Vietnam! You talking to me? Go ahead. Make my day. Oh. Bon, alors on retrouve ce bon vieux indicatif pour la chronique cinéma d'Hélène Faradji. Bonjour Hélène! Bonjour Fred, comment ça va? Ouais, et là, il n'y avait aucun film québécois. Non, je sais. Non, je sais, Larry n'a pas eu le temps de changer ça. On va avoir encore des plaintes. Ça tombe bien, en oui, plus. Parce qu'on va parler de ça parce que c'est le gala. C'est le gala... Oui. Iris, c'est tout ça le nom, hein? Oui, hein? En fait, le gala s'appelle le Gala Québec Cinéma et au sein de ce gala, on remet les prix Iris. Ah, voilà, merci de... Bon, et là, est-ce que c'est drôle? Évidemment, le Canadien, on ne s'attendait pas à ce qu'ils soient encore en série, mais je sens pas une effusion incroyable là, pour ce gars-là. Puis je trouvais ça un peu intéressant qu'on en parle parce qu'il y a eu des bons films cette année, puis la pandémie nous l'a peut-être fait oublier un peu. Ouais, c'est sûr que cette année, c'est pas la meilleure année pour célébrer des films qui auraient mérité d'être peut-être un petit peu mieux mis en valeur, d'avoir une vitrine un peu plus joyeuse. Puis, comme vous l'avez dit, non, on s'attendait pas à ce que Canadien joue dimanche soir
et que c'est un peu le dernier clou dans le cercueil, hein, parce que ça va vraiment pas bien pour les galas en général. Oui. J'ai envie de dire, depuis le début de l'année, on a vu les Oscars qui ont eu une perte d'audience absolument terrible, les Golden Globes qui ont été annulés l'an prochain. Bon, pour des histoires qui ont rien à voir avec ce que nous on vit ici, parce que les Golden Globes, c'est des problèmes grosso modo de racisme, hein, je pense qu'on peut le dire, en tout cas d'un manque de diversité, mais un peu trop assumé pour qu'il soit parfaitement honnête. Donc les diffuseurs ont décidé de se retirer. On a eu l'année qu'on a eue, effectivement, avec des salles ouvertes, fermées, des films qui sortent, qui ressortent, qui sont déplacés dans le calendrier. Bref, ça fait tout un espèce de tempête parfaite où on est obligé de se questionner un peu sur la pertinence des galas pour l'année prochaine, 2022. Je suis pas certaine que le gala Québec Cinéma va tirer son épingle du jeu et va être le gala qui va se sortir gagnant de cette année bizarre. On va espérer qu'il soit là en 2022 parce que il y aura des films en 2022, il y en aura même plus qu'en 2021-2020. Ce sera de toute façon mieux que la version 2020. Je sais pas si vous vous rappelez, mais l'an dernier, les prix Iris avaient été remis sur Zoom. Oui, c'était malaisant. C'était un petit peu malaisant. Donc là, au moins, on revient à une formule un peu plus normale. Quoique, on a toujours cette étrange distinction entre deux galas. Au moment où nos chers auditeurs vont nous écouter, il restera le gala principal de dimanche soir, donc celui où on va récompenser films, acteurs, réalisateurs, scénaristes. Mais il y aura eu un autre gala qui, lui, va avoir lieu jeudi soir, qui s'appelle le gala des artisans. Ce gala-là, il est diffusé sur RTV. Donc, clairement, déjà, on lui accorde un petit peu moins d'importance parce qu'il est sur le câble. Et en plus, c'est un peu étrange parce que c'est un gala où on récompense la direction de la photo, le montage, les documentaires, les courts-métrages, ce qui pourtant fait le sel de notre cinématographie. Mais on continue à faire une espèce de distinction entre les plus importants, puis il faut bien les récompenser, fait qu'on les met à un autre moment, puis personne s'en rendra compte. Puis on fait la même chose avec les Gémeaux, entre autres. Même chose, les Gémeaux, il y a trois galas parce qu'il y a tellement de prix dans les Gémeaux. Alors, et moi, c'est vrai que je trouve ça triste qu'on le mette à RTV. On aurait pu le mettre à Ici Première. Ça nous aurait peut-être permis d'escamoter, au moins pour un soir, une platitude de variété ou de quiz loufoque et inintéressant. Mais, probablement. Non, mais on aurait pu faire un back-à-back, deux soirs. Là. Ou même formule dans l'après-midi, le soir, parce que c'est vrai que c'est long quand même. C'est vrai. Mettre les deux ensemble parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de corps de métier, il y a beaucoup d'art à célébrer dans le cinéma parce que c'est complexe de faire un film. Mais je pense que c'est vrai qu'on aurait pu le mettre au moins sur Ici Première. En tout cas, repenser la formule. Ce sera Geneviève Schmidt qui va animer le gala c'est dimanche soir? C'est dimanche soir, le gala. Que j'aime beaucoup, 20h. moi, Geneviève. Que j'ai connue, elle était étudiante à l'École nationale de théâtre. Puis moi, j'étais en face, à l'aparté, en train de débuter les apartistes avec mes autres comparses. Puis Geneviève était souvent là parce qu'on faisait plein de lectures, tout ça. Puis moi, j'ai eu un coup de cœur pour elle très rapidement. Je la trouvais très drôle, très chaleureuse, mais une honnêteté dans sa chaleur, en fait, qui est pas feinte, alors que parfois, dans cette clientèle-là, des étudiants et nous-mêmes, là, dans ce milieu-là, des fois, ça peut être un peu fin, mais chez Geneviève, j'ai jamais senti ça. C'est vrai que cette sincérité-là dans son jeu, c'est ce qu'on sent aussi. On l'a vu émerger de plus en plus au cinéma. Bon, chez Denis Arcand, mais ça, c'est une autre parenthèse qu'on n'ouvrira pas aujourd'hui. Mais surtout, dans Menteur, il y a 2 ans maintenant, où vraiment, elle volait le film. Faut le dire, elle était formidable. C'est une actrice qui, à mon avis, si on ne la cantonne pas à des rôles comiques, risque de marquer le cinéma québécois des prochaines années. Mais ça, encore une fois, on le dit à chaque fois, Fred, ça prend de l'imagination, ça prend de la vision. Puis c'est vrai que cette actrice-là, on pourrait la voir dans pas mal tous les rôles de notre cinématographie, puis je pense qu'on y gagnerait beaucoup. Ceci dit, elle a jamais animé de gala. Puis attention, faut quand même laisser des rôles à Marie-Pierre Morin. Évidemment, mais en général... Cette grande comédienne. Cette grande comédienne. La belle fille, dans le fond, on devrait pouvoir la mettre à peu près partout. Mais non, je suis très, très curieuse de voir comment Geneviève Schmidt va animer ce gala-là. Ça risque d'être assez bon enfant, ça risque d'être
plutôt de bonne humeur. J'imagine. Ah, ouais, je pense qu'il y aura des petites pointes quand même. Moi, j'ai l'impression qu'il y en aura peut-être plus dans le gala des artisans. C'est mon avis parce que, justement, c'est sur le câble, donc peut-être qu'on se permettra un petit peu plus certaines remarques. Ouais. J'ai l'impression qu'on risque beaucoup de parler de diversité parce que ça a été le thème de l'année cinéma mondialement, pas juste au Québec, mais mondialement. Peut-être que on se permettrait pas justement des petites craques sur Marie-Pierre Morin, puisque vous en parliez. On sait qu'elle s'en vient au cinéma l'an prochain dans Arlette. Est-ce qu'on va en parler? Est-ce qu'on va vouloir mettre les gens peut-être un petit peu mal à l'aise parce que c'est un sujet qui divise beaucoup? J'ai l'impression que si on le fait, on le fera peut-être plus discrètement, donc dans le petit gala. Mais dans le gala de dimanche soir, je pense qu'on va beaucoup se préoccuper de l'avenir du cinéma. Je suis pas devin, j'ai aucune idée de ce à quoi ça va ressembler, mais je pense qu'on va beaucoup se questionner sur comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour renouer cette espèce de lien très distendu entre le public et son cinéma, qui était déjà distendu avant la pandémie, on fera pas semblant, mais que la pandémie a encore plus cassé ou a encore plus étendu. Donc, je pense qu'on va beaucoup axer sur retrouvons le goût de notre cinéma, redonnons de l'amour à notre cinéma. Est-ce que le gala va réussir? C'est la question. Ça serait étonnant là, que ce gala fasse ça. Mais je trouve quand même important qu'on célèbre les films qui sont sortis cette année parce qu'il y en a eu des très bons. Des très étonnants et des décevants, évidemment. On peut peut-être y aller avec les finalistes, en fait, les gros noms, parce qu'il y en a plusieurs, mais comment je vous laisse commencer. En fait, il y en a cinq qui ressortent assez clairement, qui sont les nommés pour l'Iris du meilleur film et qui trustent à peu près toutes les catégories. Donc, on va parler de ces films-là, mais ils sont nommés souvent dans meilleure réalisation, meilleur scénario, meilleur montage, meilleure distribution, etc., etc. Puis les 5 qu'on a retenus cette année, c'est La déesse des mouches à feu, Souterrain, Club Vinland, My Salinger Year et Nadia Butterfly. Donc, juste première remarque, 2 réalisatrices sur les 5 finalistes, qui est quand même plutôt pas mal. On voit moins ça dans d'autres galas où on se félicite qu'il y en ait une souvent ou 2. Chez nous, c'est assez fréquent. Donc, au moins, on se compare bien. Ceci dit, je pense qu'on volera aucun punch à personne. La déesse des mouches à feu, c'est le grand favori. Le film réalisé par Anaïs Barbeau-Lavalette. Cette fille-là, on a l'impression que tout ce qu'elle touche se transforme en or. C'est hallucinant. Pourtant, moi, je l'ai vu avec mon ado, entre autres, puis lui, ça l'a plus ou moins intéressé, et il a lu le roman. Je pense que ça, c'est le problème. En fait, si on a lu le roman, le film nous paraît un peu terne. Ah oui, hein. Malheureusement, je l'avais pas lu. Donc, je suis allée vierge découvrir ce film-là. Moi, c'est pas tant l'aspect il manque quelque chose dans le récit, c'est plus, et c'était déjà un problème que je voyais dans les films précédents de Barbeau-Lavalette, si je pense au Ring notamment. Il y a une façon de concentrer son récit en quelques scènes choc assez sensationnalistes. Et évidemment, là, le récit s'y prête encore plus, parce que c'est l'histoire de cette jeune fille de 16 ans dans les années 90 au Saguenay, qui tombe dans tous les excès, la drogue, le sexe, etc. Puis j'ai l'impression qu'au-delà de ces scènes assez racoleuses par moments, on nous dit pas grand-chose. Je suis pas ressortie avec tiens, c'est un film qui me parle de la jeunesse, de l'adolescence. Non, ça reste très circonscrit à ce qui arrive à cette fille-là. Et on manque un peu de ce recul qui fait les grands films, les grands moments de cinéma. Non, je suis... cela dit, la comédienne Kelly Despaux, voilà, est excellente. Vraiment, vraiment. Elle rayonne. Caroline Néron aussi, bien que... Le rôle, en fait, elle est très, très, très bonne parce que son rôle, je pense, est bien circonscrit. Mais c'est ça. Moi, j'ai trouvé que c'est le scénario. Évidemment, le roman, on part d'un roman. Je trouvais que le scénario est un petit peu mince. Et ça tournait à vide, en fait, rapidement. C'est ça. Puis j'ai l'impression qu'on meuble ce vide-là par des scènes assez spectaculaires, puis qui fonctionnent assez bien. Tout à fait. Mais
mais qu'on n'arrive jamais véritablement à toucher le cœur de quelque chose. Puis j'ai un exemple assez précis en tête, c'est cette scène où Normand D'Amour, qui joue le père de la jeune fille, vient voir Caroline Néron, qui joue la mère, ils sont séparés, et il est saoul, et il est devant sa voiture, et il se met à chanter Aïe Aïe. Et on sent la scène qui veut monter, puis paf, on coupe pour nous ramener à ce personnage de jeune fille qui va retomber dans ses excès. Puis c'est comme si à chaque fois qu'il y avait un peu de vérité ou de cœur ou de transcendance, on voulait pas y aller. Ceci dit, c'est quand même un des films qui a le mieux marché cette année. Faut le dire. Gros battage publicitaire quand même, là, de 2 campagnes. C'est vrai. Avant la pandémie et tout de suite après. Voilà. C'est ça a quand même réussi à avoir une deuxième vie. Et c'est un peu le film qui a montré à l'opinion publique que le cinéma avait peut-être été fermé pendant X nombre de temps. On avait envie d'y retourner. Donc ça a quand même envoyé un signal positif assez fort. Et ne serait-ce que pour ça, mais moi je suis d'accord avec vous, je pense que Kelly Depot doit absolument gagner parce que elle s'impose dans ce rôle-là comme la révélation de l'année. Oui, tout à fait. Bon, on va aller écouter un petit extrait du prochain film qui, moi... j'avais des attentes et ils ont quand même été pas mal comblés. Oh! Francis! Hey, Julien! ça fait longtemps? Et quoi de neuf? Ben, je travaille sur Visio. Vous? Ben, nous autres, on attend un bébé, là, pour fin août. Ben oui, tabarnak. Ouais. Sinon, on est dans la construction de notre maison, là. Ah, c'ti! Mais c'est juste qu'il faut être prêt, là, pour quand tu vas se montrer à la bête. Oui. Ah, mon Dieu, je réécoute cet extrait. J'ai le frisson de repenser à la performance de Théodore Pellerin, qui était extraordinaire. C'est le film Souterrain de Sophie Dupuis. Moi, j'avais beaucoup aimé Chien de garde. Moi, j'avais adoré Chien de garde. Vraiment, c'était une entrée en matière. En plus, jeune réalisatrice, premier long métrage. Elle arrivait avec un espèce de panache de. Moi, j'ose faire des films qui rentrent dans l'art. Il y avait quelque chose de très chouette. De la bande-annonce. Quand j'avais vu la bande-annonce, j'avais dit, ah mon Dieu, encore un film québécois de tranchage de veine, puis tout. Bon. Cela dit, il y en a un cette année, c'est Vacarme, on va en parler plus tard. Oui. Mais quand j'ai vu Chien de garde, j'ai fait OK, wow! Et Souterrain, moi, j'ai aimé ça. Je sais qu'il y a des gens qui ont eu des réserves, mais moi, j'ai vraiment aimé ça. Là, on a entendu, en fait, Théodore Pellerin qui... Bon, l'interlocuteur, c'est pas un rôle important, là, mais c'est un ancien travailleur de mine assez jeune qui a eu un grave accident et qui, là, est en physio et a maintenu un lien avec son meilleur ami qui est responsable de l'accident. Et c'est Joachim Robillard. Qui, moi, est une révélation aussi. D'ailleurs, il est en nomination pour ça. On le découvre. Il est en nomination. Il est nominé pour Révélation de l'année. Moi, c'était vraiment... Mais Théodore Pellerin, quel interprète. Ah, vraiment. Et quoi qu'il fasse, cet acteur, j'ai l'impression qu'il transcende. Il est plus grand que les rôles qu'on lui donne. On l'a vu cette année aussi très rapidement dans My Salinger Year, où il joue un des fans de Salinger qui écrit des lettres. Puis là aussi, on le voit 5 secondes, puis c'est extraordinaire. Dans Genèse, l'an dernier aussi. Oui, effectivement. Effectivement, puis il faut pas oublier, c'est Chien de garde qui l'a révélé. Oui. C'est vraiment Sophie Dupuis qui nous a fait comprendre à quel point cet acteur-là était phénoménal. Et moi, je le trouve sous-exploité dans Souterrain. Oui, je comprends. Pour moi, Souterrain, en fait, ce que j'aimais beaucoup de Chien de garde, c'est qu'il était secondaire, mais qu'il arrivait à avoir une place suffisante pour laisser éclater toute sa fougue. Là, je le sens un peu sous-utilisé. Il est là, il est exceptionnel évidemment, mais on aurait envie de passer plus de temps avec lui. En fait, pendant tout le film, je me disais, moi, c'est avec lui que j'ai envie d'être. Et pour moi, Souterrain, la petite déception, elle est là, c'est que je suis pas sûre que la forme chorale qui a été adoptée, parce qu'on est dans cette communauté de mineurs à Val-d'Or, où chacun, on a l'impression qu'on veut donner un petit moment à chacun, mais on n'a pas ce sentiment d'ensemble. Et en fait, en le voyant, je me disais, j'ai l'impression que ça aurait fait une maudite bonne télésérie. Ah oui, intéressant, oui. C'était peut-être pas un film. C'était peut-être un truc à explorer en plusieurs épisodes où on laisse le temps à chacune des sous-histoires de s'incarner. Là, en film, c'est vrai que bon, on a cette ouverture, cette fermeture dans la mine qui sont
assez spectaculaire, Oui, il faut puis le il dire. y a quand même un punch dans Oui. le scénario qui est intéressant, là, Absolument. que j'ai pas si... Bon, je suis peut-être pas aussi rompu que vous à voir des films, mais tu sais, j'étais un peu surpris quand même à la fin. Il y avait un élément de surprise, bien qu'après ça, Tout tu à dis, OK, oui, c'est vrai, bonne idée. Mais c'est vrai qu'on aurait aimé en avoir plus. Ça, c'est Voilà. la force des grands comédiens. Hein? Ah bah c'est sûr. Puis je pense à James Hyndman aussi qui est dans le film. Et pareil, j'avais envie d'en voir plus. Oui. Et pendant tout le film, c'est ça, je me disais, mieux développé, ou en tout cas avec plus d'ampleur, avec peut-être plus de temps, Ouais. peut-être qu'on serait devant une œuvre inoubliable. Ouais. Là, on est dans un beau moment de cinéma, mais qui dépasse jamais véritablement. C'est un peu Ouais. le problème de tous les films cette année. Il y a rien qui est indéniable. Puis Non. le fun du cinéma, c'est aussi ces films-là Mais, qui Hélène, sont indéniables. Je, Ouais. je lance une fleur dans la mare. Je sais pas si je devrais dire Allez-y. ça. Mais se peut-il, c'est drôle parce qu'avec Anaïs, c'est la même chose. Puis là, c'est pas parce que c'est deux femmes réalisatrices, là, Non. ça s'applique aux hommes. Mais se peut-il qu'au Québec, là, j'en ai déjà parlé ici, je pense, on a un petit... En fait, on aime bien des réalisateurs, réalisatrices qui scénarisent leurs films Ah oui. sans faire appel à des scénaristes de métier, hommes ou femmes. Absolument. Et peut-être que, Absolument. comme tu sais, dans Souterrain, là, j'espère que les gens l'ont vu, là, parce que sinon, on se dit, mon Dieu, on parle d'un film que j'ai pas vu. Mais tu sais, Ben, l'histoire de fécondation du personnage principal, on aurait pu escamoter ça et garder la richesse du personnage, sa culpabilité. Bon, mais on a perdu du temps avec une histoire qu'on se crisse un peu dans le fond, dans le film. Là, et pendant ce temps-là, on n'est pas avec Théodore, justement. Et ça, peut-être qu'un scénariste ou une scénariste l'aurait vu. Malgré dans le cas Moi, d'Anaïs, je me trompe, c'est Catherine Léger. Il y avait une scénariste quand même, c'est Catherine Oui. Léger. Mais Souterrain, Il y non. avait Non, Souterrain, non, c'est effectivement Sophie Dupuis qui Ouais. qui fait les deux. Mais c'est vrai que le scénariste ou la scénariste, c'est pas des gens qui sont particulièrement mis de Non. l'avant ou Ici, non. sollicités par le cinéma, alors que, et puis j'ai l'impression, je le répète, mais Hitchcock le disait, hein, un bon film, c'est quoi? C'est 3 éléments. Une bonne histoire, une bonne histoire, une bonne histoire. Voilà. Ça s'arrête là. Ouais. Et il faut absolument que Sodec, Téléfilm, toutes les institutions mettent de l'avant cet aspect-là. C'est-à-dire que le travail du scénario, c'est pas un truc qu'on fait en attendant de réaliser. Non. C'est un truc essentiel pour l'échafaudage du film. Et c'est ça qui fait que ça va fonctionner ou pas. Et c'est pas accessoire à la réalisation. Non. Donc, Non. c'est rarement la même personne, je pense, qui est capable de bien faire les deux choses. Il y en a qui sont capables, mais Oui, c'est vrai que oui, de oui. s'adjoindre les compétences d'un Ouais. scénariste professionnel, ça ne peut qu'aider au bon déroulement du film. Woody Allen était capable. Ouais, il était capable de plein de choses, fait que Je fais voilà. exprès. OK, prochain film. Nadia Butterfly. Là, j'ai pas d'extrait parce que je l'ai pas vu, ce film-là. On peut le faire. Plouf, 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 plouf. Ah ouais, plouf, ah ouais, plouf. avance. J'arrête. Voilà, c'était notre annonce. Non, c'est l'histoire de cette nageuse olympique. Puis c'est un film qui est touchant parce que il aurait dû sortir l'an dernier, Ouais. évidemment. Il est basé autour du personnage de Catherine Savard, qui est une vraie Oui, nageuse olympique. ça c'est intéressant. C'est intéressant. Puis en plus, dans le film, elle participe à ces derniers Jeux qui sont ceux de Tokyo 2020. Or, le film est sorti alors que les salles fermaient Ouais. et que Tokyo était annulé. Ouais. Donc, il y a vraiment tout... C'est arrangé presque avec Ouais, le ouais. gars des vues, on a envie de dire. C'est un film qui a un angle très original. D'abord, le monde de la natation est très, très peu abordé au cinéma. C'est vrai. Moi, j'ai fait mes recherches, j'en ai juste trouvé un de Swimmer avec Burt Lancaster. Mais sinon, ça reste un monde très secret. Et c'est ce qui est intéressant du film de Pascal Plante, c'est bon, évidemment, il y a une scène de compétition assez marquante, mais il s'intéresse surtout aux coulisses, Ouais. à qu'est-ce qui se passe quand ils nagent pas, ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils font pendant les Jeux Olympiques? Ils font toutes sortes de choses, dont des orgies à la MDMA. Hein, ça, le film nous l'apprend. Mais surtout, il y a une mélancolie, il y a une tristesse, on se questionne beaucoup sur l'égoïsme des athlètes. C'est des thèmes qu'on aborde peu dans le film sportif. Et je pense que le passé de nageur de Pascal Plante, parce que lui-même, au départ, oui. il était nageur, C'est intéressant, ça. ça donne une perspective au film qui est assez originale. En fait, je pensais presque à du Dolan, mais du Dolan neurasthénique. C'est vraiment intéressant. C'est intéressant parce qu'il y a une stylisation avec des ralentis, des moments un petit peu plus pop, des fondus enchaînés, mais avec cette ambiance beaucoup plus
moody, beaucoup plus triste, Ok, beaucoup plus ok. mélancolique. Puis Ouais. je trouve ça intéressant. Ceci dit, pour moi, le problème, c'est Catherine Savard. Ah oui, hein? C'est pas une actrice née. Ouais. Il y a 2 nageuses dans le film. Sa collègue qui s'appelle Ariane Mainville a un petit peu plus de charisme, un petit peu plus de présence. Ouais. Et au final, ça fait que son ami lui vole un peu la vedette. Ah ouais. Et c'est un peu dommage. Ouais. Peut-être, je sais pas si c'est un problème de direction d'acteur, je penserais pas. J'ai l'impression que c'est plus celle qui est pas nécessairement entièrement à l'aise. Ouais. Et le film avec- repose sur elle, visiblement. Donc, Voilà. c'est un pari, Ben oui. c'est un pari qui était risqué. C'est un pari risqué, ceci dit. Moi, la touche Pascal Plante qu'on avait découvert avec les faux tatouages il y a quelques années, je l'aime beaucoup et j'ai très très hâte de voir ce qu'il va faire par la suite. OK, prochain film, on y va d'un petit extrait. Vous avez raison, frère Léon, notre société change. On aura beau se braquer, on pourra pas l'empêcher. Parce que le monde entier change. L'Église peut continuer à penser qu'elle peut arrêter ça, que tout peut revenir comme avant. Et le monde va changer pareil. Avec ou sans nous. Êtes-vous en train de me dire que l'avenir, c'est vos histoires de vikings qui se sont passées il y a 1000 ans? Être ouvert aux idées nouvelles, à la science. Oui, pour moi, c'est ça, le progrès. Et nos jeunes ont besoin de savoir qu'on y croit. Ah, mais un instant. Il faut pas leur mettre n'importe quelle idée dans la tête. Pendant que les jeunes Anglais de la province s'éduquent, nous autres, on continue à gaspiller le talent de nos élèves en les sortant de l'école après la 9e année pour les envoyer dans les champs, les mines puis les usines. Mais pourtant, ils sont pas plus fous que les autres. Ah non, ils sont pas plus fous que les autres. Cleveland de Benoît Pilon. Ouais. Je dois l'avouer, moi j'ai bien aimé ça. Ce pépère là, tu sais, c'est un film pantoufle. Voilà. On n'est pas brusqué tout ça. Il y a une twist intéressante à la fin du film, je pense, qui moi m'a surprise et qui a sauvé un peu le film. Mais sinon là, c'est ça, un film là, l'automne là. Après un bon repas, tu regardes ça dans le salon là, avec ton chien couché sur tes pieds, là, puis c'est avec toute ta famille aussi. Ouais, voilà. Oui, tout à c'est fait. vraiment Ouais. film familial. On en fait assez peu finalement au Québec. Ouais. Donc celui-là au moins tire son épingle du jeu avec ça. On est en 49. On est dans une église catholique avec un prof qui s'intéresse un collège, en fait. un collège, pardon, où un prof s'intéresse beaucoup au Vinland, qui est ce fameux lieu mythique où auraient débarqué les Vikings. Ouais. Et ses élèves là-dedans, il essaye de les embarquer. Fait que c'est un regard sur l'émancipation, un regard sur l'éducation aussi beaucoup. Ouais. Ça a du cœur, ça a beaucoup de sincérité, mais on est obligé de reconnaître qu'il manque la petite étincelle. Ouais. Hein, il manque le petit truc qui fait que devant Dead Poets Society, on était en pleurs, on s'en souvient des années plus tard. Alors, on n'est pas tout à fait dans le même range de film. Ceci dit, les acteurs sont bons, la reconstitution est belle. Les jeunes sont bons. Les jeunes sont bons. On sent l'amour du cinéma, de la découverte du cinéma de Pilon qui est retransmise. Il y a ce très beau moment dans le générique de fin. En fait, le film termine et le premier panneau du générique, c'est tous les membres de l'équipe qui remercient un des profs qui a marqué leur vie. Ah oui. C'est magnifique, c'est beau vrai, comme ça. tout. Ouais. Mais il y a quelque chose de très propre dans ce film-là, de très lisse, qui fait que si on passe un bon moment, peut-être que 2-3 mois plus tard, on s'en souvient pas nécessairement. Non, effectivement. C'est ça. Mais ceci dit, Sébastien Ricard, malgré les limites du rôle, parce que c'est pas un rôle si grand que ça, je trouve qu'il tire son épingle du jeu et ça m'étonnerait pas qu'il ait l'iris cette année. Oui? Oh! Ouais, je pense que oui. OK. Je pense que oui. Ouais. Prochain film, Salinger Years, que j'ai pas vu non plus, parce que j'ai tellement entendu d'affaires pas bonnes à son sujet. OK. Mais en tout cas, tout le monde disait « Oh, ouais, as-tu vu le dernier? Je suis pas sûr. Oh, oui. Puis finalement, je dis pas que je verrai pas, là, mais parce que j'en ai vu beaucoup d'autres, puis à un moment donné, le temps a manqué, mais vous l'avez vu? Oui, je l'ai vu, puis j'ai du mal à comprendre la carrière de Philippe Falardeau. Ah, intéressant. Quand il est au Québec, je le trouve assez formidable. Depuis la moitié gauche. Vraiment, il y a quelque chose quand il pose un regard sur sa société à lui. Il est drôle, il est pertinent, il est lucide, il est formidable. Mais évidemment, cette tentation du cinéma américain, je la comprends, elle est attirante pour beaucoup de cinéastes d'ici, mais c'est pas facile. C'est pas facile de se démerder avec une production, un système de production qui est beaucoup plus lourd, qui est beaucoup moins léger. Et
certes, c'est pas extraordinaire, mais ça reste son meilleur film américain. Si je compare à The Good Lie ou à Bleeder, qui sont les films qu'il a essayé de faire là-bas auparavant, c'est quand même beaucoup plus senti, beaucoup plus intéressant. On est donc dans ce bureau d'une maison d'édition new-yorkaise qui édite Salinger, où va débarquer une jeune assistante. Donc on est vraiment, c'est drôle mais parce qu'on est dans un... Il faut quand même dire une chose, c'est que J.D. Salinger, au Québec, ça a pas eu. Moi, je l'ai lu à l'université dans un cours d'anglais. Mais tu sais, c'est vraiment un auteur culte dans le monde anglo-saxon. Mais je pense qu'il y a ça aussi au Québec, peut-être, qui a ralenti un peu l'enthousiasme autour de ce film-là. On n'a pas cette fascination. Non. Moi, je me souviens même en France, pour nous, c'était Boris Vian. C'était l'écume des jours. Ben oui, évidemment, voilà. Mais on n'avait pas ce rapport-là à Salinger que peut-être qu'on saisit un petit peu moins. Ceci dit, la belle idée du film, c'est toutes ces lettres envoyées par les fans de Salinger que Falardeau met en scène avec beaucoup d'entrain, beaucoup d'amusement, mais on reste dans un espèce de mélange entre The Great Gatsby et Emily in Paris. Ça marche plus ou moins bien, mais bon. Moi, je dois dire, Sigourney Weaver, dans un film québéquois, je tripe. Je suis contente de la voir, je l'aime, elle est merveilleuse, elle a cette prestance, elle a cette espèce de... Elle irradie. Je veux dire, tu lui fais jouer n'importe quoi, puis elle est formidable. Margaret Qualley, qui joue cette jeune Candide, qui découvre le monde littéraire, qui découvre New York, elle est très bien aussi, mais le film se perd quand même beaucoup dans plein de petites sous-récits anecdotiques secondaires qui fait que si ça commence bien, la première demi-heure est très bien, le reste est un petit peu plus laborieux, un petit peu plus poussif, mais en le voyant, je me disais surtout, reviens Falardeau, reviens faire des films sur nous. C'est là que c'est bon. Puis je dis pas qu'il faut pas lui donner plus de moyens, c'est pas du tout ce que je dis, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose quand il parle de nous qui est unique, qui est singulier, puis dont on a besoin. Et là, je vais pas tourner le fer dans la plaie, mais c'est lui qui a fait le scénario aussi. Là, d'ailleurs, il vient de commencer le tournage d'une série. J'ai vu ça cette semaine, qui est écrite par Florence Lompré. Oh! Peut-être qu'on aura du plaisir. Bon. On termine avec les Outsiders. Des films que sûrement... Ben non, je dirais pas que les gens n'ont pas entendu parler parce que les Roses, là, je pense pas que c'est le cas. Mais Vacarme, moi, je veux qu'on parle de Vacarme parce que moi, je l'ai vu sans après... En fait, il y a des moments où t'es pas sûr d'aimer un film et tu dis « Ah, let's go, j'y vais pareil. Et finalement, très, très, très agréablement surpris. Et c'est pas un film facile. Non, ben moi aussi, en fait, c'est grâce à vous que je l'ai vu. Parce que j'avais même pas remarqué qu'il était sorti. Pourquoi? Parce qu'il a débarqué sur Crave. Ah oui, voilà. On a beaucoup parlé de Jusqu'au déclin, qui lui avait été le premier film produit par Netflix. On l'avait su, etc. Mais quand Vacarme est arrivé sur Crave sans détour par le case salle de cinéma, c'est passé dans le beurre. Complètement. Donc, il y a plein de gens, probablement, qui ont même pas remarqué que ce film-là existait. Il est nommé dans meilleur premier film. J'espère qu'il va le gagner parce que c'est vraiment étonnant comme film. C'est un film sur l'univers de la DPJ. Il y en a eu quelques-uns déjà. Il y a eu Catimini qui était très, très bon. Là, on a cette série en ce moment qui s'appelle Au cœur de la DPJ. Qui est assez intense aussi, mais j'aime l'angle qu'on a choisi, qui est celui de se tenir sur le fil de la colère d'une adolescente, colère qu'on va jamais expliquer. Ça reste opaque, ça reste brut, ça reste brutal. En fait, on sait pas si elle est vraiment, elle a des bonnes raisons ou si elle est une enfant avec des problèmes de comportement qui nécessitent d'être pris en charge par le système de santé. C'est vraiment, vous avez raison, c'est cette tension-là entre ces deux tendances. Oui, et qui fait confiance au spectateur. C'est ça qui est formidable, c'est que c'est à nous d'investir le film. Le registre de jeu est parfois un petit peu forcé. Il y a des dialogues un peu maladroits, mais je trouve qu'il y a quelque chose, il y a une rudesse, il y a quelque chose qui s'excuse pas, qui est brut, qui me plaît beaucoup dans ce film, même si, on est parfois un peu dans le cliché du film québécois, la convention du drame, blablabla. C'est la réalisation de Negan Trudel, que je connaissais pas du tout.
Moi non plus, en C'est- faisant des recherches, j'ai découvert qu'il faisait partie de la nation Huro-Wendat. Ah oui! Ce que je trouve génial, encore une fois, parce Oui. que on est avec un réalisateur autochtone, mais qui ne se sent pas ou qui n'est pas forcé Non. de se cantonner à un sujet de sa communauté. Tout à fait. C'est formidable. Sophie Desmarais, Kelly Despaux, qu'on retrouve d'ailleurs, la fille de la déesse des mouches à feu, qui joue Ah oui, c'est vrai. une autre jeune fille de la DPJ. Ouais. Et c'est très bien fait aussi parce que, en fait, on va suivre deux jeunes filles. Donc, une première qui est assez mutique, renfrognée, et Kelly Despaux qui, elle, est plus violente, Ouais. insouciante, plus bombe. Et la tension entre ces deux jeunes filles-là, qui arrivent pas à s'aimer, mais qui sont dans la même merde ensemble. Ouais. Je trouve ça assez bien foutu. Et Puis, c'est honnêtement, Rosalie Pépin, qui est révélation de l'année, Voilà. nominée, Ouais. que moi j'ai trouvé extraordinaire, qui ouais, qui joue avec beaucoup d'énergie parce qu'elle est jeune, Ouais. mais vraiment là, j'espère qu'on va, j'espère que sa carrière de comédienne va fleurir parce que moi je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose là que en tout cas j'ai pas vu souvent au cinéma moi québécois aussi, récemment. puis, honnêtement, si vous avez une petite soirée, Oui. Crave, Vacarme, Ouais. vous le trouverez peut-être pas facilement parce qu'il va être perdu dans les algorithmes, Ouais. mais allez-y, recommandé par la balado, tiens. Ouais, voilà. Alors là, deux films. On y va rapidement parce qu'on Ouais. prend beaucoup de temps. Je m'appelle Humain. C'est Oui. rare, je dis ça à balado. On y va rapidement parce qu'on prend beaucoup de temps. En fait, oui, je voulais juste dire un mot rapidement des deux documentaires de l'année, à mon avis. Ouais. On a eu cette polémique, peuvent-ils faire partie du prix du public? Ça a été réparé, Ouais. heureusement. Ben oui. Je m'appelle Humain, c'est le film de Kim Obom-Sawin, qui est un portrait de Joséphine Oui. Bacon. Très, très beau. C'est lumineux, c'est Ouais. plein de poésie. Puis elle dit peut-être une des plus belles phrases de l'année dans le cinéma québécois. Elle se décrit elle-même, Joséphine Bacon, dans ce film-là, en disant « Je suis la survivante d'un récit qu'on ne raconte pas ». Ah, ouais. Je trouve ça magnifique. Ben Vraiment, là, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment sur la question autochtone, c'est un film absolument à voir. Je m'appelle Humain de Kim Obom-Sawin, et un autre qui, lui, n'a pas eu les faveurs des prix Iris. Ouais. Il est nommé nulle part, ce qui est une aberration. C'est Ouais. Les Roses. Ah, ouais. Les Ouais. Roses de Ah, oui, Félix c'est vrai Rose. ça. Ben oui. Non, il est nommé nulle part, sauf prix du public, alors que, et ça a l'air bête, mais une nomination pour la musique de Philippe Braque, Ouais. qui fait la musique de ce documentaire et qui Ah, ouais. est formidable, Ouais. ça aurait été plus que naturel. Ouais, ouais. Félix Rose, c'est le fils, le neveu de Jacques et Paul Rose. Ouais. Il re-raconte l'histoire de sa famille, mais surtout, il re-raconte l'histoire de la domination et de l'exploitation des Québécois. Oui. Et ce que j'ai beaucoup aimé Un de ce thème film-là... qui n'est pas très à la mode présentement. Non, non, c'est vrai. Mais il le fait pas avec militantisme. Ouais. Il défend pas de thèse, il raconte un parcours Ouais. et il refait d'une histoire qu'on avait l'impression de connaître par cœur quelque chose de vivant, Ouais. quelque chose d'incarné. Puis le meilleur personnage de l'année, c'est la maman Rose, Rose, qu'on découvre dans ce film-là, la maman donc de Jacques et de Paul, Ouais. qui était une militante encore plus acharnée qu'eux. C'est une femme extraordinaire. Donc, tiens, justement, pour les personnages féminins, Joséphine Bacon et Rose, essayez de voir Les Roses et Je m'appelle Humain. Ouais. Puis là, il m'en reste un dernier. Oui, J'ai oui. le temps? Ah, on a le temps, on a le temps. Ça, c'est mon préféré. Mon vrai de vrai préféré. C'est une coproduction entre le Québec et la Côte d'Ivoire. Ça Oui. s'appelle La Nuit des Rois. Ça a gagné à Toronto, ça a gagné à Venise, ça s'est rendu jusqu'aux finalistes des Oscars. C'est extraordinaire. Ça se passe à... Hélène, attendez un petit peu. Oui. J'ai décidé de choisir un nouveau roman. En quel honneur, Seigneur Barbe Noire? Ce soir ou demain, la lune rouge va sortir. Faudra d'abord que ce soit confirmé par Guetteur. Va jamais crever ce vieux facochien. Oh, c'est intriguant. Oh, ça allait. Ouais. Ça se passe dans une vraie prison d'Abidjan qui s'appelle la Maca, qui est une prison surpeuplée. Ouais. Débarque un jeune qui se retrouve plongé dans un monde qu'il comprend pas. Au début, c'est un peu comme un prophète, hein. Évidemment, le film de prison, c'est un genre assez codifié, sauf que Philippe Lacotte réinvente ça avec de la tragédie grecque, avec de l'oralité, du réalisme magique, parce qu'il va transformer ce personnage-là principal en roman. C'est le nom qu'on donne à ceux qui racontent toute la nuit sur les ordres du chef de la prison. Et ils doivent tenir en haleine toute la communauté de la prison par leur histoire. C'est une espèce de déclaration d'amour aux histoires, au fait que les histoires, c'est ça qui nous tient ensemble, puis c'est ça qui nous tient en vie.
Mais là, c'est illustré presque littéralement dans un contexte qui est celui d'un film de prison. C'est un des trucs les plus enthousiasmants que j'ai vu cette année, pas juste au Québec. Assurément, ça va être dans mon top 10 de fin d'année. Wow. Quand on fera notre revue de l'année, gardez-le en tête. Oui. Je vais l'utiliser, c'est sûr. Mais c'est vraiment, encore une fois, un film qui est passé un peu inaperçu, mais si vous pouvez mettre la main dessus, peu importe qui gagne des iris ou pas, vous allez certainement vivre un moment de cinéma assez unique. Bon. Merci, Hélène. Toujours un plaisir, Hélène. Vraiment, je suis content. On a recommencé à parler de cinéma. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas fait. Hein? Ouais, vraiment. Merci, Hélène. Merci, Fred. Salut. Salut. Matin, sur le bord de la Vin, je poussais pour descendre à Gaspé. Alors, c'est le temps de retourner en Gaspésie, rejoindre Simon Carmichael. Bonjour. Bonjour. Ça fait pas très longtemps qu'on s'est parlé. Simon Carmichael, journaliste au Soleil, installé en Gaspésie, mais là, évidemment, le mois de juillet s'en vient et les journaux parlent beaucoup de la crise du logement à Montréal, mais en fait, on l'ignore. Moi, je le sais, mais je pense que peut-être des gens l'ignorent. Mais la crise du logement, elle est partout au Québec, particulièrement dans votre coin de pays. Ben, en fait, je pense pas que ce soit vraiment une compétition. Non. Mais si on veut prendre ça comme ça, oui, statistiquement, c'est pire en Gaspésie que dans le reste du Québec. Ouais. En fait, selon les statistiques les plus à jour, on parle de 4 municipalités sur 5 en Gaspésie qui ont des taux d'inoccupation, et tenez-vous bien, de 0%. Ah ouais, OK. Donc, c'est rien, là. Ça, c'est rien. Ça, c'est dans les municipalités de 2000 à 10 000 habitants. OK. À Montréal, c'est 2,6%. Ouais. Donc, dans les deux cas, c'est sous l'équilibre, mais 2,6% de centaines de milliers de logements versus 0% de quelques milliers de logements en Gaspésie. Ouais. C'est deux situations qui sont complètement différentes. Oui, récemment, les crises sont pas les mêmes et c'est pas au même niveau. C'est pour ça que je suis content qu'on puisse en parler parce que vous avez décortiqué le phénomène. Oui, exactement. Puis moi, j'appelle ça la crise silencieuse de la Gaspésie. OK. Puis récemment, je me suis penché là-dessus. Je vais utiliser enjeu pendant mon intervention, puis c'est conscient. C'est le mot qui est utilisé ici par les acteurs économiques et les élus. Sur un plan personnel, pour avoir cherché des logements à Gaspé, je parle d'une crise, mais dans mon rôle de journaliste, je vais parler d'enjeux ou de problématiques. C'est bon? Parfait. Donc, les enjeux de logement sont présents partout au Québec. On en entend beaucoup parler ces temps-ci, mais la situation en Gaspésie est assez unique parce qu'en plus des problèmes qu'on pourrait dire urbains, de l'explosion des prix, la vieillesse du parc immobilier, on ajoute d'autres facteurs comme les évictions touristiques, le surcoût de l'éloignement et surtout les préjugés des grandes institutions financières. OK. Intéressant. Oui, le manque de logement est tellement criant en Gaspésie que Vivre en Gaspésie, qui en fait doit faire la promotion de la péninsule, a décidé de mettre sur la glace une campagne nationale de publicité et d'attraction qui était prête à être lancée. Ah ouais. Parce que on nous a dit c'est pas le bon timing. Ouais. Ah oui, parce que là, les enjeux en région, je sais qu'en Abitibi aussi, c'est très, très... en fait, c'est une grave crise du logement, mais évidemment, les régions essaient d'attirer, en fait, de revitaliser leur population, en fait. Et là, ça met un frein à tout ça, là. En fait, ce qu'il faut remettre en contexte, en fait. Parce qu'il y a 10 ans, la une du Journal de Montréal parlait des 20 villages gaspésiens qui allaient fermer. Oui. La situation était grave, là. C'était pas jojo du tout. Ouais. On perdait 1000 personnes par année. L'économie était très fragile. Puis la Gaspésie a la population la plus âgée du Québec. Ah ouais? Je sais pas vous, mais moi, j'aurais pas investi des millions en 2010 pour construire des blocs à Chandler. Effectivement. Par contre, depuis quelques années, on a vraiment un revirement de situation. La Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine, c'est la seule région rurale qui, depuis 4 ans, a des bilans démographiques positifs. Ah ouais. En 2020, puis ça, c'est selon des chiffres qui sont pré-pandémiques, on parle d'une augmentation nette de 600 personnes. Ça paraît peu, mais sur une population de 90 000 personnes, c'est remarquable. Oui, tout à fait. En gros, on passe d'une région qui se vide à une région qui connaît un boom démographique. Ouais. D'ailleurs, c'est ça que les élus n'arrêtent pas de répéter, là. Le manque de logement est un symptôme du développement économique. Ouais. Certes, mais ça n'arrête pas la situation pour autant. Oui, non, c'est ça. Et là, attends, Simon, je vous arrête tout de suite. Là, quand on parle de logement, est-ce qu'on parle seulement du marché locatif ou quelqu'un qui veut acheter une maison en Gaspésie a aussi de la difficulté?
Mon travail s'est concentré sur le marché qui était très locatif, mais la majorité de ces enjeux-là se transportent du côté de l'achat aussi. Il n'y a pas grand-chose à acheter ces temps-ci en Gaspésie. Donc, en fait, un autre des problèmes de la Gaspésie, c'est que les logements se louent vraiment au rythme des contacts. On parle pas de bouche à oreille ici, mais on parle vraiment de bouche à bouche. Ah ouais. Pour quelqu'un de l'extérieur, puis ça, c'est un organisme d'accueil qui m'a dit ça. Ah ouais. Fait qu'il faut connaître quelqu'un. Ben voilà, parce que quelqu'un de l'extérieur qui a pas de réseau, ben tu seras pas au courant de ce qui est disponible. Selon une étude là, que je vais souvent citer du Centre d'initiation à la recherche et d'aide au développement durable, le CIRAD du Cégep de la Gaspésie des Îles, 43% des nouveaux arrivants ont trouvé leur logement par le bouche à oreille avant même que ce soit affiché. Puis seulement 20% l'ont trouvé sur les réseaux sociaux. Ah ouais, quand même. Donc ça, c'est l'ampleur de la crise. Puis évidemment, les enjeux de logement, c'est des problèmes qui sont très humains. C'est des problèmes, des histoires qui touchent particulièrement. Puis moi, celle qui m'a touché, c'est celle de Maude. Maude, c'est une jeune professionnelle que j'ai rencontrée qui vit toute une problématique de logement. Elle travaille en éducation sur la pointe gaspésienne. Puis dans les derniers mois, elle a dû quitter un milieu de vie où elle vivait de la violence conjugale. On en est de plus en plus conscient. Quitter ce cercle vicieux-là, c'est particulièrement difficile. Maintenant, imaginez si on n'est pas capable de trouver un autre endroit. Depuis le temps des fêtes que Maude cherche, tous les jours, elle me dit que c'est la dernière chose qu'elle fait avant de se coucher, la première chose qu'elle fait le matin. Puis malgré tout, rien. Entre-temps, elle habite dans une petite chambre de fortune d'un centre communautaire qui a été mis sur pied un peu en urgence. Elle a visité des dizaines de logements, des dizaines de maisons, et à chaque fois, elle se fait dire par le propriétaire qui a reçu plusieurs autres personnes. Moi, j'ai parlé à un locataire qui m'a même dit qu'il avait mis un logement à louer puis qu'il avait reçu une 50aine d'appels. Maude appelle ça la loto du logement parce qu'avec autant de demandes, ben, les propriétaires doivent choisir et donc discriminer. Tout à fait. Souvent... Puis Simon, c'est une discrimination qui est sûrement silencieuse. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas nécessairement choisir... En fait, c'est pas des billets cognitifs ou des billets culturels. C'est vraiment, ils vont juste aller à la candidature qui leur semble la plus safe, entre guillemets, parce qu'ils ont énormément de choix. Puis exactement. Puis je veux dire, Maude est très privilégiée, là. C'est une jeune femme professionnelle avec un emploi dans la fonction publique. C'est quelqu'un qui est blanc, c'est quelqu'un qui a un bon crédit, c'est quelqu'un qui a des références. Puis malgré tout, elle est incapable de se trouver quelque chose en Gaspésie. Alors imaginez les gens issus des communautés, les gens avec des enfants, les femmes monoparentales avec des enfants, des familles aussi, c'est l'enfer. Là. Ou des revenus simplement plus faibles. Oui, tout à fait. Puis bon, donc ce qu'on doit faire dans ce temps-là, c'est des gros sacrifices. Donc on parlait de prix. On doit aller en haut du 30% qui est recommandé. On parle de salubrité. Puis on parle surtout de distance. Maude a même pensé à aller vivre à Murdochville, en plein milieu de la forêt gaspésienne, à 1h30 de son travail. Malgré ces sacrifices-là, rien du tout. Puis cette histoire-là, ben, c'est pas unique, en fait. Parce que j'ai parlé à Nancy Goff, qui est la directrice de la maison d'hébergement L'Émergence de Maria. Puis elle me dit que régulièrement, elle voit des femmes et des enfants retourner dans des milieux violents, dangereux, parce qu'elles ne se trouvent pas de logement. En fait, ça devient un outil de contrôle supplémentaire pour les conjoints violents. Madame Goff est catégorique. Un logement, c'est nécessaire pour se réorganiser puis repartir sur des bonnes bases. Comme preuve, elle m'a mentionné que parmi les femmes qui ont eu le droit à un logement temporaire de l'Émergence dans les dernières 15 années, aucune n'est retournée chez un conjoint violent. Ah oui, ben c'est ça. Ça donne une bonne idée. Oui, on voit l'importance de ces programmes-là et de la capacité de se reloger relativement rapidement. C'est se réorganiser, exactement. Voilà. D'ailleurs, elle n'hésite pas à appeler ça une crise de son côté. Elle dénonce les policiers qui n'osent pas le faire. Elle dit, le logement, c'est vraiment la base de la base, puis il y a des gens qui n'en ont pas. Visiblement, c'est une crise. Donc oui, cette situation-là amène des problèmes qui sont très humains, puis surtout qui sont très, très, très concrets. Maintenant, si on va dans les raisons de ce manque de logement-là, c'est tout aussi intéressant. Selon l'étude du CIRAD, construire en Gaspésie a un surcoût de 20 à 25 000 $ par porte, si on compare à Québec ou Montréal. Surtout en raison de l'éloignement. On va faire amener les matériaux de Québec ou de Montréal jusqu'à Gaspé, c'est une petite trotte. Et du manque de main-d'œuvre spécialisée. Et il y a déjà une surenchère dans les grands centres des matériaux. Alors imaginez... Exactement. Oui, c'est ça. Puis depuis toujours, là, ça a toujours été comme ça, en fait. Je parlais au maire, il me disait que les subventions
provinciales pour les infrastructures sont toujours de 10 à 15% plus élevés en Gaspésie à cause de la distance. Fait que c'est quelque chose qui est connu, mais reste que c'est un frein à l'investissement qui est majeur. Ben oui. Autre facteur qui est particulièrement important, puis qui m'a particulièrement intéressé, c'est la réticence des grands joueurs à investir en Gaspésie. Ouais, c'est ça, j'allais vous demander c'est le marché, parce qu'on a fait un épisode avec Louis Gaudreau sur le capitalisme et l'immobilier. Puis à Montréal, en fait, c'est des compagnies moyennement grosses, là. C'est pas ce que c'était dans les années 80, où c'était vraiment des grosses compagnies. Le profil des entrepreneurs et des compagnies là, qui bâtissent du logement en Gaspésie. Ben, on peut dire que les mauvaises prédictions démographiques puis économiques ont vraiment désintéressé les investisseurs immobiliers en Gaspésie. Ouais. La majorité des blocs ici, c'est la propriété de Gaspésiens qui font ça comme un deuxième emploi, qui n'ont pas nécessairement les reins assez solides pour construire des nouveaux logements. Ouais. En fait, un des grands chantiers des mairesses et des maires, c'est de convaincre les financiers qu'investir en Gaspésie, c'est payant. Plusieurs villes ont lancé des études avec des firmes indépendantes, justement pour convaincre les grandes institutions qu'il y a de l'argent à faire ici. Puis c'est la seule façon, en fait, que ça soit pris au sérieux, c'est d'avoir quelque chose d'indépendant qui dit vous allez investir tant, à tel moment ça va être rentable et vous allez faire tant. C'est fou quand même parce que déjà que c'est parfois difficile pour des individus d'avoir accès à des prêts hypothécaires. Bon, évidemment, il y a eu du laxisme de l'autre côté avec la crise de 2008. On le sait, il y a des gens qui n'auraient pas dû avoir nécessairement le prêt, mais là, ce phénomène-là de difficulté d'avoir accès à des capitaux pour construire, là, il s'applique à des communautés entières. C'est quand même fou. Ben oui, puis en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que la valeur immobilière, moi, il y a une préfète qui m'a dit tu construis une maison de 100 000 à Montréal, tu as la clé, elle vaut 120 000. Tu construis une maison de 100 000 en Gaspésie, tu as la clé, elle vaut 80 000. Puis là-dessus, la banque te finance 80 ou 70 Donc, avoir accès à ces sommes-là, c'est très difficile. Mais bon, la démarche d'aller chercher un rapport, ça a permis à Gaspé d'aller chercher un projet de centaines d'unités qui va bientôt être annoncé. C'est déjà pas mal, mais les projections, selon le maire Daniel Côté, c'est que d'ici 3 ans, les besoins, ça va être de 300 logements. Donc, ça va en prendre encore plus. Puis il m'a dit une citation qui m'a particulièrement frappé pour montrer le manque de confiance des investisseurs. C'est la personne avec qui on travaille nous croit. Il a parlé avec les gens sur le terrain, il sait qu'il y a une forte demande, mais quand il va arriver chez son banquier à Bay Street, le banquier va lui dire c'est quoi ça investir des millions à Gaspé pour du logement. C'est pour ça qu'on a besoin de documentation officielle et indépendante. Mais est-ce qu'on essaie de développer d'autres mesures alternatives, des coops d'habitation, entre autres? Il y a quand même des initiatives. Je sais que c'est pas facile, mais Louis Gaudreau, à la fin de son livre, en parle. Il y a quand même des propriétaires qui peuvent se mettre ensemble, des individus investisseurs qui peuvent se mettre ensemble pour construire des unités et inclure du locatif là-dedans. Est-ce qu'il y a des initiatives de ce côté-là? La ville de Gaspé, ça fait des années qu'ils essaient de régler ce problème-là. Ils sont allés chercher, en fait, 2 lois spéciales à l'Assemblée nationale pour avoir le droit de donner des meilleurs incitatifs. Puis malgré tout, ça répond pas assez parce que même si on essaie de stimuler le marché local, il n'y a pas assez de capital disponible. Donc, en gros, ce que nous dit le maire, c'est que les préjugés sont tellement tenaces que même avec des statistiques démographiques qui sont frappantes, comme quoi il y a un manque de logements. Et qu'il y a un marché. Il y a un marché. Il y a un marché. Il y a une réticence forte des investisseurs à investir en Gaspésie. Parce que, comme on disait plus tôt, il y a 10 ans, personne n'aurait fait ça. Dernier enjeu de ce problème du logement-là, puis ça, c'est un enjeu qui est typiquement gaspésien, c'est les évictions touristiques. À Montréal, vous avez les rénovictions. Ici, c'est moins présent. Ici, par contre, on a les touristes-victions. C'est un néologisme de ma part. Mais sinon, on a les deux. Il y a quand même 6000 unités de logement à Montréal qui sont sur Airbnb. Et ça, le problème... il y en a peut-être plus que ça réellement. Mais le problème, c'est pas les Airbnb, en fait. J'explique. La culture de la Gaspésie et des îles, ça a toujours été un peu... C'est une façon de faire une passe de cash. Soit l'été arrive, tu t'en vas dans une roulotte ou dans un camping et tu loues la maison en bord de mer à 1 500 $ la semaine. C'est une bonne façon de faire une passe d'argent l'été. Puis ça a toujours été très présent. Mais maintenant, ce fardeau-là, il n'est plus chez les propriétaires, mais il est chez les locataires. Régulièrement, je vois des annonces de logements qui sont alloués de septembre à mai, soit dans la basse saison. Souvent, les gens qui acceptent ce genre d'entente-là, ils arrivent au début de l'hiver, puis ils se disent « Je trouve rien, donc je vais prendre ça en attendant, puis d'ici l'été, c'est sûr que je vais me trouver quelque chose. » Parfois, c'est pas le cas.
parce qu'il y a déjà des centaines de personnes qui cherchent. Et là, Donc, attendez. Donc, ces logements-là, les baux sont réduits pour, après ça, les remettre sur le marché du tourisme pour la saison haute? C'est s'il y a des baux. En fait, c'est souvent des ententes. Il y a un marché noir de... un marché sous la table un peu de logements à Gaspésie qui est un peu omis parce qu'il faut bien les loger, les gens. Là. Mais c'est ça. Donc, les gens, ils acceptent de dire, bon, ben c'est beau, je vais partir en mai. Mais au moins, je vais avoir de quoi pour l'hiver. Mais bon, les bourgeois arrivent, puis ils n'ont rien trouvé. Donc, ils doivent quitter leur logement et aller ailleurs. Puis parfois, ben, ils doivent quitter la région. Puis c'est des gens qui ont un emploi, c'est des gens qui ont trouvé une garderie, qui se sont fait un réseau dans la dernière année. Selon le rapport du CIRAD, là, c'est 13% des locataires gaspésiens qui vivent cette réalité-là. Puis chez les migrants internationaux, c'est 24%. Attendez, les migrants internationaux. Donc, il y a des migrants internationaux qui viennent en tant qu'employés temporaires, étudiants étrangers. Ça peut être des employés temporaires, ça peut être des gens qui ont l'intention de s'installer en Gaspésie. Il y a beaucoup de Français qui arrivent puis qui sont pas nécessairement au courant de la situation du logement en Gaspésie puis qui se disent bon ben ça va être ça pour l'instant puis on va se trouver quelque chose. Puis qui doivent repartir souvent vers les grands centres, là où ils ont plus de chances de se trouver un logement. Puis comme je disais plus tôt, par contre, là, ça a toujours fait partie du paysage. Aux îles de la Madeleine, c'est particulièrement présent. Mais la situation actuelle du logement, ben, ça exacerbe le problème de cette façon de faire-là. Puis les municipalités doivent trouver un certain équilibre, parce qu'on s'entend qu'interdire tout l'hébergement touristique en Gaspésie... Mais non, dans une région touristique, c'était possible. C'est pas super judicieux, exactement. La ville de Percé a une idée qui a été d'interdire l'achat de maisons pour en faire de l'hébergement touristique. Oui, c'est une bonne idée pour freiner l'hémorragie, mais ça va pas créer de nouveaux logements. Non, effectivement. Donc, je vais finir en vous donnant un petit défi parce que moi, j'ai toujours pas réussi à le relever. À votre prochaine visite en Gaspésie, parce que c'est une question de temps, je sais que Fred, que vous mourrez d'envie de venir. Je trépigne. Quand vous allez venir en Gaspésie, essayez de trouver une seule pancarte allouée en bordure de route. Puis juste ça devrait vous occuper pour une bonne partie de votre voyage. Ben, Simon Carmichael, merci encore une fois. C'est toujours un plaisir. Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, mais qui me disent comment ils apprécient quand on sort de Montréal comme ça, quand on s'en va à l'extérieur du Québec, mais qu'on s'en va en Gaspésie, à Val-d'Or aussi, avec Paul-Antoine Martel. Merci vraiment de nous faire humer l'air de la Gaspésie. Puis de sortir des clichés aussi. Vous disiez tantôt, il y a des préjugés, ben vous participez à casser un peu cette image-là. Alors merci Simon. Ben ça me fait plaisir. À bientôt, salut. « 6h moins 20, lever. Dimanche, grasse matinée jusqu'à 6h. Dès que teinte le carillon, le séminariste saute en bas de son lit et offre son petit cœur au Sacré-Cœur. 5h41. Après cette belle offrande, 2 minutes de gymnastique pour dégourdir ses petits membres. » Alors, ce qu'on entend, c'est Serge Grenier des Cyniques. Moi, ça a été mon premier contact, je crois, avec les collèges classiques. Bon, dans ce cas-ci, c'est un séminaire, là, c'est un peu plus précis, c'est un séminariste qui parle, mais c'était mon premier contact avec les collèges classiques. Je vous en ai parlé il y a quelques semaines qu'on allait avoir quelqu'un pour venir en parler, et je suis très heureux d'accueillir Louise Bienvenue à la balado. Bonjour! Bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous. Ben, ça me fait vraiment plaisir. Vous êtes historienne? Oui, je suis historienne à l'Université de Sherbrooke. Votre champ principal d'études et votre domaine d'enseignement, c'est quoi? Alors, j'en couvre quelques-uns. Je m'intéresse principalement à l'histoire du Québec contemporain. Et quand on dit contemporain en histoire, depuis la Confédération. Oui. Et puis, donc, je m'intéresse beaucoup aux questions de rapport de genre, à l'étude de la masculinité, mais aussi à l'histoire des femmes. Oui. Je me suis intéressée à l'histoire de l'éducation et aussi à l'histoire de la rééducation avec l'internat de Boscoville qui a occupé pas mal de mon temps. Oui. Bon, il y a quelques années. Alors, et vous avez signé avec Olivier Hubert et Christine Hudon un livre qui est paru en 2014. Et moi, quand des auditeurs m'ont demandé « Hey, ça serait le fun de parler des collèges classiques », j'ai repensé à ce livre que j'ai lu. Oui. Je trouvais ça intéressant qu'on l'aborde ici à la balado avec une des autrices. Bon, ce livre-là, le déclencheur, et là, ça recoupe votre champ d'études, le déclencheur de ce livre-là, ça a été un débat sur la masculinité au début des années 2000.
Oui, c'est ça. Vous l'avez mentionné, l'ouvrage paraît en 2014, mais ça faisait déjà un moment qu'on réfléchissait à ces questions-là. Et même autour de, je sais pas, 2005-2006, moi, j'étais à la fois comme historienne puis comme citoyenne très intéressée par le débat sur la crise de la masculinité et aussi l'échec scolaire des garçons, qui est quand même un enjeu préoccupant. Et dans les arguments qui étaient avancés pour expliquer là, cette crise, cette difficulté des gars à réussir à l'école, puis tout ce décrochage masculin qui inquiétait beaucoup, on soulignait le fait que l'école était trop féminisante. Premièrement, il y avait beaucoup d'institutrices au primaire puis d'enseignantes au secondaire. Donc, l'école était beaucoup l'affaire des femmes enseignantes. Et puis, bon, on disait, les garçons, ils ont du mal à s'adapter à cet univers féminisant où on est finalement très docile, assis derrière son pupitre, à faire des choses calmes. Alors que, disaient les contempteurs ou les critiques de ces résultats-là, l'école a besoin d'être dans l'action, les gars ont besoin de bouger, etc. Il faut qu'on soit plus dynamique, plus pratique. C'est l'affaire des gars d'être comme ça. Et moi, c'était quelque chose qui m'agaçait beaucoup comme historienne. Et je me disais, pourtant, dans notre histoire, qui n'est pas si longue au fond, pendant longtemps, le secondaire, ça a été le monopole des garçons. Les filles y avaient à peu près pas accès. Et le modèle qui était, disons, le modèle idéal du secondaire, c'était le cours classique. Un cours qui était enseigné uniquement par des hommes, des prêtres, dans des institutions où il y avait que des hommes ou à toutes fins utiles, et où la discipline était très sévère, très rigoureuse, où on passait de longues heures assis à faire des traductions du latin vers le français, du français vers le latin, etc. Alors, je me suis dit, voilà un paradoxe quand même. Et cette affaire de la masculinité nous a en partie conduit sur ce terrain-là d'investigation qui est le collège classique. Et il y avait aussi, puis dans le livre « Le collège classique pour garçons », qui est son titre, vous remarquez aussi assez tôt que le rapport avec l'histoire et les collèges classiques était un petit peu biaisé parce que souvent, on reposait dans le fond la façon qu'on racontait des collèges classiques que sur des témoignages de gens qui avaient passé par là et de brochures de collèges qui souvent étaient élogieuses pour attirer une clientèle. L'histoire du Québec n'avait pas vraiment investigué en profondeur qu'est-ce qu'étaient exactement les collèges classiques, comment le rapport entre l'élève et les maîtres, qu'est-ce qui est enseigné. On était encore un peu au début d'une historiographie, en fait, des collèges classiques. Oui, il y a eu un ouvrage important, il faut le mentionner, là, immédiatement après la fermeture des collèges, là, à la fin des années 60, Claude Galarneau a écrit un premier ouvrage intéressant, mais qui restait très collé sur cette réalité-là, parce que ça venait tout juste de fermer, et l'auteur en était un produit des collèges classiques. Donc, yes. Alors, nous, on est quand même peut-être la première génération d'historiens à ne pas avoir mis nos pieds dans les collèges classiques pour la bonne raison qu'ils étaient fermés. C'est une culture qui nous était un peu étrangère, donc on la regardait avec plus de distance, certainement. Et puis, oui, effectivement, une des choses qu'on a réalisées assez rapidement, c'était à quel point il y avait quand même un mythe autour du collège classique, puis une sorte de caricature jusqu'à un certain point. Je pense que l'extrait des ciné que vous avez fait passer, là, montre bien là, toutes les caractéristiques, là, la rigidité, le maniérisme, le bon perlé avec les airs roulés, toutes ces affaires-là. Mais franchement, quand on creuse un peu, on voit que c'est plus complexe et peut-être plus nuancé que ça. Mais parlons-en. Les collèges classiques, les premiers collèges qui apparaissent au Québec, on parle à peu près de quelle époque? Bien, le collège accompagne la colonisation française. Dès 1635, il y a un premier collège jésuite qui est fondé. On ne parle pas d'une grande institution énorme. Là. L'idée, c'était de préparer la relève de la prêtrise. Donc, ça, c'est simple comme institution, très modeste. Donc, dès la Nouvelle-France, on en a, mais c'est vraiment à partir des années 1800, donc au 19e siècle, que le réseau des collèges là, qui va vraiment tapisser le Québec se met. Et le Québec et le Canada français, on va le dire, puisqu'il y en a en Ontario, il y en a au Manitoba. Et là, on se retrouve vraiment vers un réseau, quelque chose de plus substantiel, de plus développé. Au début, la clientèle n'est pas la même qu'on va retrouver au 20e siècle, c'est-à-dire l'élite bourgeoise. Ça regroupe souvent les fils. Évidemment, ça ne concerne à peu près que les garçons. Il y a très peu de collèges pour filles. Ça va apparaître plus tard. Effectivement. Oui. En fait, ça apparaît beaucoup plus tard. Ça apparaît le premier collège pour filles, c'est 1908. Puis ça a tout pris pour qu'il y en ait un qui soit mis en place. Puis on lui donne pas le nom de collège classique. C'est le collège d'enseignement pour jeunes filles. Donc, il y a
toute cette réticence-là. Mais ça, on va en reparler plus tard parce que oui, le rôle des femmes a été invisibilisé, mais a été très important dans les collèges classiques, mais on va en parler plus tard. Donc, faut le dire, c'est des entreprises privées. Elles ne sont pas subventionnées par le gouvernement. Donc, elles doivent... Elles vont l'être éventuellement, mais c'est essentiellement, au départ, c'est des entreprises, comme vous dites, ou des entreprises privées et où le clergé a vraiment la place dominante. Oui, mais ils doivent s'adapter à une clientèle. Fait qu'au début, ce sont les élites religieuses, les élites professionnelles qui envoient... Bon, dans le cas des élites religieuses, c'est pas vraiment leurs enfants, mais il va y avoir un côté... oui, on veut former une relève, mais ça va être abandonné assez vite, la relève cléricale. On veut vraiment offrir une formation de qualité aux francophones. Oui, parce que le collège apparaît dans une sorte de désert d'enseignement secondaire. Donc, c'est la première école. Ça. Et là, elle doit, au fond, comme on peut l'imaginer, remplir toutes les fonctions. En tout cas, on leur prête beaucoup on a beaucoup d'espoir à leur égard. On veut qu'ils forment la relève, mais on veut aussi qu'ils structurent l'économie, qu'ils accueillent le plus possible de jeunes là, qu'on veut scolariser. On veut pousser l'éducation au Québec et au Canada français au-delà du primaire. Donc, surtout en milieu rural, où souvent c'est la seule institution là, avant longtemps, le collège sert beaucoup de fonctions. Il va préparer, la relève cléricale, vous l'avez dit, l'élite des professions libérales, médecine, droit, essentiellement, mais aussi on va vouloir qu'ils servent à préparer les entrepreneurs, qu'ils soient utiles, qu'il y ait une dimension économique là, qui soit associée à cette formation-là. Et l'enseignement de l'anglais va, dès les débuts, être présent et va susciter débat. Il y a des gens qui vont trouver qu'on anglicise trop les jeunes. Il y en a d'autres qui trouvent que, justement, il faut faire attention que la formation classique ne soit pas trop théorique, que ce soit dans l'esprit français, des belles lettres, et que ce soit pas pratique. Il faut quand même le dire, l'industrialisation atteint le Québec également. Et les autorités politiques veulent que les collèges classiques offrent une formation pratique. D'ailleurs, les collèges classiques vont souvent s'établir dans des anciennes écoles d'agriculture industrielle. Il y avait quand même d'autres écoles qui existaient avant ça, là. Il y avait quelques embryons d'institutions, quelques écoles qui ont marché tant bien que mal. Une fois que le clergé arrive en place, bien, ça aide beaucoup une institution d'enseignement, puisque le clergé a quand même plus de moyens. Il a aussi toute une main-d'œuvre qui travaille pour pas cher. Donc, tout ça... La survie des collèges doit beaucoup là, au clergé catholique qui a pris ça en charge, qui a pris la relève dans bien des places. Et effectivement, la tension entre une formation qui soit plus pratique, puis l'enseignement de l'anglais qu'on voit comme qui est la langue des affaires et qui permet là, justement de faire fructifier l'économie canadienne-française, ben tout ça effectivement est pensé, mais on va voir que au fur et à mesure où on avance dans le temps, le collège va perdre un peu cette mission là de tout azimut et va se recentrer sur la formation plus dite classique au fond, qui demeurera accolée à la mémoire qu'on en a maintenant. En fait, ça va être après la Deuxième Guerre mondiale. Ou l'idée des lettres, du latin, de la rhétorique, là, et ça va être... Moi, je pensais que c'était plus tôt que ça, mais votre livre nous apprend que non, c'est vraiment après la Deuxième Guerre mondiale que ça s'est fixé. Alors, oui, vous avez raison, de manière schématique, on pourrait dire, mais dès les années 20, on voit comme une sorte de spécialisation parce que dans le décor de l'éducation, dans le paysage éducatif, il y a les frères enseignants. Mais ça, on va en reparler tantôt. Vous allez trop vite, vous me devancez. Je vais trop vite, mais en tout cas, je veux juste dire que dès peut-être les années 20-30, effectivement, là, on se recentre, on commence à penser au fait que le collège va se recentrer sur cette mission-là d'enseigner les classiques gréco-latins et la religion aussi. Oui, là, il faut rappeler que c'était une minorité de gens qui fréquentaient les collèges classiques. Au milieu du 20e siècle, on parle à peu près de 5 à 6 % seulement des élèves, mais c'est encore moins avant. Ça a toujours été élitiste. Oui, ça ne touche qu'une très petite portion de la population masculine, une encore plus petite portion des femmes, on s'en doute. Et ça nous fait réfléchir quand même à la faible scolarisation qui a caractérisé quand même l'histoire du Québec pendant très longtemps. Et à la veille de la Révolution tranquille, c'était encore une minorité de jeunes en âge de fréquenter l'école secondaire qui
passaient du primaire au secondaire. Donc, on parle même pas de diplomation, là, on parle juste de ce saut-là vers le secondaire. Donc, il y a une sous-scolarisation qui accompagne, au fond, cette histoire du collège, cette histoire générale de l'éducation pour les années qui nous occupent. Et il y a une grande variabilité des âges aussi. Moi, ça m'a vraiment étonné qu'on pouvait retrouver autant... Évidemment, les classes il y avait des degrés, les gens n'étaient pas... on n'enseignait pas à la même matière à tout le monde, mais ça pouvait passer de 5 ans, aussi jeunes que des enfants de 5 ans, à des jeunes adultes de 24 ans. Oui, 5 ans, disons que c'est les tout débuts d'une institution qui sert à tous les besoins éducatifs. On pense à l'histoire du Collège de Montréal. Mais tout de même, c'est vrai que dans les collèges, là, une fois plus installés, il y a une bonne variété d'âges. On est beaucoup plus souple là, que maintenant par rapport à ce que c'est qu'un secondaire 1, secondaire 2, etc. Donc, il y a aussi cette ouverture plus grande, comme vous le mentionnez, et cette idée qu'on doit aussi... on fait passer, les jeunes qui sont très talentueux vont sauter plus aisément des années. Là. Donc, on est moins scrupuleux sur le respect du groupe d'âge comme on l'est aujourd'hui. Et les gens qui vont terminer la formation classique, c'est vraiment une minorité. Évidemment, la notion de décrochage n'existe pas à l'époque. Non, effectivement. Mais c'est Guy Rocher, je pense, dans la commission parents, qui disait faut pas oublier que c'était 70-75% de taux de décrochage des collèges classiques. C'est-à-dire que les gens étaient contents si leurs enfants fréquentaient quelques années, mais c'était pas grave qu'ils terminent. C'était pas un drame national comme aujourd'hui où il y a une réelle réflexion sur le décrochage. Oui, vous avez raison. On y allait en fonction des besoins. Bon, après 3-4 ans, peut-être qu'un enfant, là, un fils de cultivateur va sentir le besoin de retourner vers la propriété familiale pour aider, prêter main forte. Donc, effectivement, il n'y a pas cette idée là, d'un diplôme, mais il y en aura éventuellement, mais c'est pas aussi noir et blanc que ça l'est présentement dans le modèle actuel. Le collège sert les besoins d'éducation et c'est souvent, selon les familles, on va choisir le moment de l'arrêt, peut-être des fois en fonction d'impératifs économiques. Quand on ne peut plus payer la pension, mais ça s'arrête là. Oui, tout à fait. Il va y avoir un décalage aussi entre les collèges classiques en milieu urbain et en milieu ruraux. Et là, arrivent les années 20. Et ça fait partie d'une partie assez consistante du livre. Il y a un gros débat de société au Québec autour des années 20 avec l'apparition, vous en avez parlé un petit peu tantôt, des écoles des frères enseignants. Parlez-nous un peu des frères enseignants. Qui étaient-ils? Bien, les frères enseignants, ils sont assez peu nombreux dans le paysage global du personnel religieux, si je peux dire, mais ils sont quand même très agissants au niveau de l'éducation. Il y a 13 communautés de frères enseignants, mais les plus connus, c'est les frères des écoles chrétiennes, les frères de l'instruction chrétienne, frères du Sacré-Cœur, etc. Et ces membres de communautés religieuses vont, eux, mettre l'accent sur l'enseignement auprès des classes moyennes. Ils vont beaucoup être actifs. Ils enseignaient au primaire auprès des garçons et vont vouloir prolonger petit à petit le primaire pour en faire, on ne l'appellera pas secondaire. Aujourd'hui, ça correspond à nos années de secondaire 1, 2, 3, 4, mais on ne l'appellera pas ainsi parce que le secondaire, en fait, est le monopole des prêtres. Mais les frères vont appeler le primaire supérieur ces années qui vont s'ajouter petit à petit à la scolarisation des classes moyennes. Alors, on dit, ils disent, les frères, nous, on ne va pas donner cette formation gréco-latine aussi poussée que le font les collèges, mais nous, on va viser vraiment, avec un bon sens pratique, l'éducation de cette classe moyenne-là qui a besoin, là, dans notre société moderne, de plus en plus industrialisée, de quelque chose d'un peu plus poussé là, pour les préparer à la vie, à cette... ne l'oublions pas, dans une société capitaliste qui fonctionne avec des besoins de main-d'œuvre, mais aussi de formation de plus en plus poussée pour les entrepreneurs et pour les petits fonctionnaires, etc. En fait, donc, les frères ils vont calquer le modèle sur les high schools américains, entre autres. En bonne partie, effectivement, puis en partie aussi sur le modèle français, parce que l'expression primaire supérieure nous vient de la France. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté très pratique. Formation en sciences. Oui, c'est ça, la science, la langue anglaise, encore une fois. Et c'est ça qui fait débat. Vous parliez d'un débat. Ben, on va dire, on appelle aussi les écoles des frères les académies. Alors, on va dire, les nationalistes disent les académies anglicisent notre jeunesse.
elles font perdre à notre race. Hein, c'est un terme qu'on utilisait à l'époque. Ces caractéristiques même, ces caractéristiques fondamentales qui sont moins pratiques comme les anglo-saxons, plus spirituelles, plus idéalistes. Oui. En fait, on va inculquer des valeurs matérielles. Ça, c'est très mal, ça, à l'époque. C'est mal d'inculquer ce goût de faire de l'argent, de faire du profit, d'entrer dans la compétition des affaires, etc. C'est, en tout cas, aux yeux des nationalistes canadiens-français de l'Action française, par exemple, c'est pas des valeurs qui sont très valorisées. Et drainer vers les villes les fils d'agriculteurs aussi. Alors, il y a vraiment cette... Il y a vraiment cette... le Québec est encore une société très agricole. Mais en même temps, c'est étonnant que... Ben, c'est pas étonnant, ça s'explique que le débat survienne dans ces années-là parce qu'en 1920 ou au 21, c'est le moment où le Québec devient une société urbanisée. C'est-à-dire qu'on a plus de monde qui vit en ville en 1921, selon le recensement, qu'en campagne. Bon, il y a encore beaucoup d'agriculteurs, plus qu'aujourd'hui, certainement, mais il y a quand même quelque chose qui est en train de bouger là, dans la distribution globale des populations, et c'est pas pour rien que ça se transpose dans le domaine éducatif, où on se pose des questions fondamentales sur qui on est, de quel genre d'éducation on a besoin, qu'est-ce qui est la bonne façon de former nos hommes à la vie de demain, et comment ne pas perdre son âme à travers ce passage-là à une éducation peut-être plus modernisée. Oui. Bon, on va en parler des hommes, en fait, parce qu'il y a une partie vraiment passionnante dans le livre Le Collège classique pour garçons. En fait, c'est la partie 3, sur la construction du masculin. Parce qu'évidemment, on s'entend que c'est un milieu strictement masculin qui veut... Il y a des enjeux de virilité, de construction du masculin, mais ça reste que ce sont des hommes, les enseignants, qui sont en soutane, qui ont fait vœu de chasteté. Alors forcément, il y a beaucoup d'ambiguïté dans ce qu'on veut transmettre sur ce plan-là, entre autres. Et le livre aussi, moi, ce qui m'a fasciné, c'est que vous avez mis la main sur des journaux, en fait, d'étudiants. Fait qu'on comprend exactement ce qui se passe. Et c'est vraiment... une ambiguïté avec des très belles choses. Les zones d'ombre, il n'y en a pas tant que ça. Je m'attendais à plus d'histoires, sincèrement, je dois le dire, d'agression, tout ça. Il y en a eu, évidemment. Mais on se rend compte que le tableau est beaucoup plus subtil qu'on l'avait imaginé. Bien, sur la question des agressions, je vais y répondre tout de suite parce que vous l'abordez. C'était pas dans notre esprit d'aller explorer cette dimension-là. Et il ne s'agit pas de l'éducoré non plus. Là. Non, il y aurait toute une recherche à mener, je pense, exclusivement sur ces choses-là. Mais le collège n'a pas été qu'un lieu d'agression. C'est ça. Voilà. Et puis, effectivement, il y a eu des générations d'hommes qui ont été formés au collège et qui en sont sortis satisfaits, heureux, qui ont des souvenirs impérissables des collèges. La masculinité qui se construit dans un contexte très particulier, vous le nommez bien. Le collège est d'abord et avant tout un internat, hein, c'est un pensionnat. On va beaucoup valoriser ce modèle-là. On trouvait que la meilleure façon d'éduquer un enfant, de le prendre à l'enfance et de l'amener vers l'âge adulte, vers l'âge d'homme, c'est de le faire dans un milieu clos. On donne une deuxième socialisation aux garçons en les retirant, en quelque sorte, de leur famille, 10 mois par année, et dans un univers où tout est bien, une sorte d'incubateur bien protégé. Louise, bienvenue. J'ouvre une parenthèse. Vous me direz si elle est à propos, mais c'est drôle parce qu'évidemment, l'actualité nous oblige un petit peu à faire un petit détour avec ce qui s'est passé, en tout cas, ce qu'on a découvert à Kamloops, entre autres, avec les pensionnats autochtones. Évidemment, on ne parle pas de... C'est pas du tout la même réalité, mais quand je lis sur cette époque-là, évidemment, après avoir lu votre livre, j'essaie de remettre ça en contexte, comment les pensionnats, évidemment, pour l'élite, ce n'était absolument pas la même réalité que les Autochtones, mais il y avait une approche pédagogique, on y croyait à l'époque, à la pédagogie de la rupture, de l'isolement, comme quelque chose qui pouvait être un bienfait. On voyait ça comme un modèle supérieur d'enseignement et quelqu'un qui était un étudiant externe, parce qu'il y en a toujours eu, des proportions diverses, c'était comme moins réussi. Il n'y avait pas toutes les conditions favorables pour une éducation
parfaite comme on la concevait. Le pensionnat, il n'y a pas juste au collège classique que ce modèle-là d'éducation était mis de l'avant, mais le collège en faisait certainement une partie et composait une grande partie là, des internes. Et c'est un milieu clos. Il y a des sociologues qui en ont parlé comme étant un milieu totalitaire, parce que au fond, on est entre des murs, on est souvent les pensionnats, les collèges étaient construits à l'extérieur des milieux urbanisés. Et puis, on le voulait comme ça, parce qu'on voulait se tenir loin des influences délétères ou néfastes de la vie extramuros. Du jazz, du beau sexe, des fréquentations vulgaires. Absolument. Les jeunes filles délurées qui sont aujourd'hui comme fort menaçantes et qui aiment les vacances à Old Orchard et qui aiment les frivolités, alors qu'il faut s'élever là au sein de la pédagogie des collèges. Oui. Donc, le pensionnat est quand même un lieu très particulier là, pour passer son adolescence. Et rappelons que le collège classique, quand on le faisait au complet, c'était 8 ans pensionnaire. Donc, c'est toute une affaire, c'est toute une tranche de vie. Entre soi de genre, donc on n'est que des garçons ou presque, là. Il y a quelques femmes qui travaillent dans l'ombre, mais on les voit pas, les garçons on les voit très peu. Et puis bon, on est à l'abri de ces influences là, qu'on nommait, et c'est dans ce contexte-là que les garçons font forcément leur apprentissage, leur éducation sentimentale. Et l'on voyait à travers les journaux, les lettres de pensionnaires, d'anciens pensionnaires, comment au fond, se développaient des amitiés entre garçons qui étaient extrêmement intenses, qui étaient exclusives, qui prenaient vraiment la forme, les rituels, qui empruntaient aux rituels amoureux en bonne partie, qui n'étaient pas nécessairement de l'homosexualité comme on la conçoit de nos jours, mais qui impliquaient certainement une part de sensualité, d'exclusivité, d'intensité, qui était nourrie aussi par les lectures romantiques que faisaient les collégiens, Chateaubriand, Lamartine, Musset, tout ce beau monde. J'ouvre une parenthèse, encore une fois, parce que c'est quelque chose peut-être qu'on parle pas beaucoup, mais moi, c'est drôle quand vous parlez de ça, puis on va en parler peut-être un peu plus loin, plus en détail, sur les chatteries, les amitiés particulières qui étaient surveillées. Ça fait partie, et ça a été, je crois, documenté par certains anthropologues. Je pense que c'est Wilhelm Reich. Là, je ne vais pas me tromper parce que je m'avance, mais c'est un passage obligé un petit peu chez les jeunes garçons. Puis on le retrouve aujourd'hui dans toutes les sociétés. Puis moi, je dois l'avouer, là, je fais une confidence, j'ai vécu de ces épisodes-là où on construit notre masculinité, notre hétérosexualité aussi, parce que je suis hétérosexuel, mais des fois dans des relations qui peuvent paraître d'un grand rapprochement homo-érotique, mais qui ne sont, mais que c'est pas de l'homosexualité. Et dans votre lecture du collège classique pour garçons, j'ai retrouvé ça, toute cette ambiguïté-là qui fait partie de la construction du masculin. Oui, mais en fait, ce qui est intéressant, et pour moi, ça a été une des découvertes les plus intéressantes, c'est de voir comment le 19e siècle en particulier favorisait, en tout cas au collège, qu'on sait que ça ne représente pas l'ensemble de la société, mais favorisait ce genre d'amitié très intense, de rapprochement. Bien sûr, il n'y a jamais question de sexualité. On est dans un collège dirigé par des prêtres et on vise la pureté. Mais on considère comme étant une étape normale du développement d'un garçon que ce rapprochement avec d'autres jeunes, de son âge ou plus jeune. Souvent, c'est un modèle avec un élève des classes plus âgées avec un plus jeune. Cette référence peut-être à l'Antiquité, il y a effectivement des modèles. Et moi, je trouvais intéressant de voir comment ces garçons-là qui s'écrivaient entre eux nommaient beaucoup le corps, ton front si lumineux, tes yeux. Et bon, c'est amusant, mais en même temps, je me dis, on a l'impression toujours aujourd'hui d'être plus évolué, d'être libéré de toutes sortes de carcans. Mais moi, je connais pas beaucoup de mes amis homosexuels qui nommeraient ainsi la beauté d'un camarade, d'un chum de travail, etc. Il y a, je trouvais cette possibilité d'une valorisation de la masculinité entre hommes et d'une valorisation de la tendresse. Entre hommes. Alors, je veux rien exagérer, là, parce que bon, ça restait quand même le collège avec toute sa rigidité, mais il y avait une porte pour ça. Il faut quand même le dire, c'est ça, c'est qu'à l'époque, il n'y a pas de... Ben, je dis à l'époque, on parle... Les témoignages qui sont relevés des journaux et des objets d'études, on est dans le 20e siècle, et à la fin du 19e, mais il n'y a pas de notion de puberté
d'éveil sexuel qui ferait partie d'un cursus avec des notions de psychologie. Puis d'ailleurs, pour avoir lu Marie-Victorin l'an dernier, les correspondances, lui, c'était un désir chez lui qu'on aborde ces questions-là. Et c'était pas fait dans les collèges classiques. Donc, on devait gérer de jeunes adultes bourrés d'hormones, si on peut dire, mais sans les notions pédagogiques qui viennent avec. Sans les notions scientifiques. Il faut vraiment attendre les années 40 là, avant qu'on se dégourdisse un peu de ce point de vue-là. Peut-être la science aidant aussi. Et qu'on décide là, que c'est peut-être le temps d'aborder... on n'appelait pas ça l'éducation sexuelle, on disait plutôt l'éducation à la pureté. Mais tout de même, ça passait par une connaissance du corps, une connaissance un peu minimale des hormones, de ce qui est normal dans le développement d'un corps adolescent, etc. Et des pulsions qu'on peut avoir, etc. Tout ça est un mot très couvert, mais 1940, c'est quand même tardif là, dans l'histoire du collège classique. Et effectivement, ce qui était visé auparavant, et ce sur quoi on mettait exclusivement l'attention, c'était sur la question de la pureté, sur l'idée de la chasteté, du contrôle de soi par le contrôle de ses pulsions. Alors, c'est beaucoup une pédagogie de la maîtrise de soi. Alors là, on est vraiment dans l'idée d'une virilité qui passe par la maîtrise de soi, y compris par la capacité à réfréner ses pulsions charnelles, sexuelles. Donc, c'est tout un contrat. Tout un contrat pour des adolescents, comme vous le disiez. Ce qui m'a frappé dans le livre, Louise Bienvenue, c'est les critiques constantes qu'on fait au collège classique de ne pas bien viriliser, entre guillemets. On n'utilisait pas ce mot-là, mais viriliser les jeunes garçons. Une partie aussi du catholicisme de la fin du 19e siècle, et vous le démontrez bien, puis moi j'ignorais ça, va aussi un peu se féminiser parce qu'on se rend compte que les hommes tournent le dos à l'Église, alors on va adopter plusieurs symboles plus féminisants, ou en tout cas qu'on trouvait plus féminisants pour attirer les femmes. Et les collèges classiques vont être un peu dans cette optique-là, et ça va inquiéter, entre autres, les pères de famille et les élites politiques. Oui, en fait, depuis longtemps, on va reprocher au collège classique d'insister beaucoup sur la docilité, sur le respect des règles, etc. Mais ce faisant, de former des garçons, des hommes qui soient aussi un peu tièdes, peut-être un peu réprimés, qui manquent d'initiative, qui manquent de liberté. Alors, c'est un souci qu'ont eu les Louis Fréchette, les Lionel Groulx de ce monde, qui se sont penchés sur ces questions-là. Et au fond, on associe cet accent mis sur la docilité à l'univers religieux plus global, à la tournure que prend le catholicisme, comme vous l'avez bien mentionné, à partir des années de 1840 et en montant, parce que effectivement la société change et l'Église, pour préserver sa place dans un monde moderne, va se tourner beaucoup sur les femmes, les fidèles féminines qui deviennent les gardiennes de la foi, les gardiennes du catholicisme au sein de leur foyer. Et dans sa liturgie, dans sa manière d'être, elle va beaucoup axer sur justement ces symboles plus féminins, sur ces enjeux de docilité, de respect de la règle, etc. Et des hommes vont s'inquiéter du fait que tout cet univers religieux, oui, certes, il est bon pour la moralité de leur fils, mais finalement, on va peut-être un peu loin, on en met peut-être une couche un peu trop épaisse, et qu'on émascule, comme disait Louis Fréchette, les fils de la nation. Et lui-même va retirer son fils du collège. Il préférait l'éduquer lui-même que de l'envoyer chez les prêtres en soutane, justement, qui risquaient de féminiser par trop son enfant. Donc, il y a cette tension-là, effectivement, au sein du collège, qui va être une trame de son existence, puis aussi qui va expliquer une partie des critiques qu'on pose à son endroit. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, ça reste que la clientèle des collèges classiques à cette époque-là, c'est les futurs dirigeants, c'est la future élite. Oui, et le Québec s'industrialise, vous l'avez dit tantôt, devient en majorité urbain. La culture américaine aussi va être très populaire au Québec. Les films western, une virilité magnifiée. Et à l'époque aussi, les pères vont commencer à trouver que la vocation de leur fils est quelque chose de décevant. J'apprends même dans votre livre que les hommes sortaient de l'église pendant les sermons pour montrer un peu... En fait, c'est un signe de virilité. Sortir, aller fumer sur le parvis. Parce que le tabac aussi est un marqueur de virilité, même dans les collèges classiques. Absolument. Donc, on est dans une société quand même à forte dominante
catholique. Oui. Le clergé détient un pouvoir significatif, important, surtout sur le plan moral. Les gens pratiquent encore beaucoup leur religion. Et on observait, en fait, c'est pas nous qui avons fait l'observation, mais ce rituel-là, au moment de... En fait, tout le monde va docilement à la messe, hommes et femmes, mais au moment de l'homélie, du sermon, du prêtre, du curé, souvent de paroisse, eh bien, il y a cette pratique de sortir, aller en fumer une, et puis quand vient le moment, là, quand un garçon est assez grand, ben là, c'est comme tout un... c'est un rite de passage. Une sorte de rite de passage, effectivement, parce que la cigarette incarne justement cette virilité-là. Et autant on a été bons catholiques, on a fait nos devoirs, on ira communier éventuellement, mais au moment où on se fait sermonner là, par ce curé, eh ben là, c'est peut-être le bon moment, justement, de montrer qu'on est catholique, mais pas trop quand même. Et puis, en tant qu'homme, on est capable de s'affirmer puis de penser par nous-mêmes. Oui, voilà. Parlons de la figure du maître, parce que ça m'a étonné quand j'ai lu votre livre. C'était quand même assez variable, hein? La compétence et, en fait, grand roulement des professeurs. Il y a toute une hiérarchie aussi, tout dépendant du nombre de combien d'années vous êtes ordonné. Ben là, vous allez enseigner à un niveau en particulier. C'est une main-d'œuvre bon marché, carrément. On les oblige. Il y en a que ça leur tente pas du tout. Parlez-nous un peu du corps professoral, si on peut utiliser ce terme-là, des collèges classiques. Oui. Alors ça fait partie un peu de la déconstruction du mythe qu'on a pu opérer en travaillant, en faisant des recherches plus approfondies. C'est que, au fond, on réalise que ces collèges-là, ils démarrent un réseau d'enseignement secondaire au Québec, mais on est encore au tout début, au premier balbutiement, et les ressources professorales sont quand même pas si abondantes qu'on le souhaiterait. Donc, c'est beaucoup des étudiants à la prêtrise qui vont enseigner dans les premières années du cours classique, là, éléments latins, syntaxe, méthode, versification. On va retrouver beaucoup de ces enseignants-là qui sont finalement, ils ont fini leur cours classique il n'y a pas si longtemps. Ils entreprennent leurs études de prêtrise et on leur demande d'enseigner auprès des plus jeunes classes et ils le font de bon gré mal gré et avec des compétences diverses là, et sans formation pédagogique, on s'en doute. Là, c'était pas une préoccupation à ce moment-là aussi vive. Et donc, oui, il y a eu de tout. Donc, le sommet de l'art et de l'intelligence n'était pas toujours au rendez-vous dans toutes les classes. Et il y a une difficulté à recruter des bons candidats. On en a parlé un petit peu au début en disant, oui, c'est vrai que l'objet du livre, c'était pas de décortiquer le phénomène des agressions sexuelles, mais la difficulté à trouver des candidats a peut-être souvent excusé certains comportements, c'est-à-dire que les directions des collèges classiques fermaient les yeux sur des candidats ou des profs avec des abus sexuels ou abus psychologiques parce qu'ils avaient la difficulté à trouver des professeurs. Difficulté à trouver des professeurs, je dirais, ils avaient de la difficulté à trouver des prêtres. Là, on recrutait abondamment dans la prêtrise pour former ce corps clérical. Et on a vu effectivement dans les archives c'est une aiguille dans une botte de foin, mais quelques lettres qui nous permettaient de comprendre que ceux qu'on appelait les ecclésiastiques, là, qui sont ces fameux étudiants en théologie qui aspirent à devenir prêtres et qui enseignent, sont jeunes, sont dans la vingtaine, qui enseignent auprès des... Et que certains d'entre eux étaient réputés pour faire du chattage, aimer les petits chats. Et ce qu'on considérait comme un petit chat, c'est un petit élève, des petites classes, encore avec des traits très tendres, très doux, qui peuvent peut-être rappeler la physionomie féminine. Mais alors, on voit que certains d'entre eux ont été ramenés à l'ordre. On leur a dit que ça marchait pas. Qu'il fallait... Non, c'est ça, absolument, que c'était pas permis, qu'on était dans une institution où on visait la pureté, la chasteté, la maîtrise de soi. Mais néanmoins, ce qu'on sait, c'est que quelques années plus tard, ils seront ordonnés prêtres. Donc, finalement, oui, il y a peut-être eu une admonestation, mais ça n'a jamais été suffisamment jugé grave pour que ces personnes-là soient écartées du corps clérical. Alors, j'ai pas de statistiques à vous fournir. Non. Est-ce que ce qu'on a trouvé là sont des... alors, c'est difficile de mesurer, mais au moins, on voit que ça existe et que, au fond, il y a quelque chose qui n'était pas jugé très grave là-dedans. Ce qu'on craignait, c'était la réputation de l'institution. Si on voyait que on pouvait associer le collège à de l'impureté, à des pratiques sexuelles, ça, c'était scandaleux. Mais que les jeunes fassent l'objet de pression de la part d'un enseignant plus vieux, c'était pas quelque chose qui
préoccupait considérablement selon ce qu'on a pu voir. Le profil des maîtres, en fait, ce chapitre-là est intéressant parce qu'on voit aussi toute la complexité de la relation maître-élève. Faut rappeler qu'on est dans un contexte de pensionnat. Souvent, les élèves sont isolés de leur famille toute l'année. Ils les voient une ou deux fois, c'est tout. Donc, il y a nécessairement une proximité qui s'installe. Il y a un désir de transmission aussi des maîtres, de voir les élèves comme leur protégés, de vouloir leur transmettre des connaissances, mais des valeurs morales, d'avoir une promiscuité intellectuelle, vraiment. Moi, c'est drôle parce que ce passage-là, moi, je l'ai vécu. J'étais allé au collège, une partie de mon secondaire, j'ai fait à l'école privée, au séminaire du Verbe divin à Granby. Et il y avait le père Nemeth, qui était hongrois, et qui, quand on était élu président de classe, nous invitait dans sa chambre pour nous donner des chocolats qu'il avait fait venir d'Europe. Sa chambre était tapissée de livres, de magazines sur l'histoire et c'était vraiment... J'ai jamais ressenti ça avec aucun autre prof. Il n'y avait rien d'ambigu là, sur le plan charnel. Alors, je veux qu'on ça soit clair. Là. C'était vraiment un désir de transmission intellectuelle, de m'aider et de me diriger dans mes lectures et bon, ça s'est mal viré. On m'a expulsé du séminaire 2 ans après. Mais quand j'ai lu ce passage-là dans votre livre, j'ai ressenti ce même phénomène de désir sincère d'être un guide pour les plus jeunes. Oui. Et d'ailleurs, ce modèle là, du mentor qui fait cheminer un jeune garçon vers plus de maturité et de sagesse est très présent dans l'atmosphère du collège, dans sa pédagogie générale, et même qu'on l'institue parce qu'il y a ce rôle de conseiller spirituel qui existe. Et chaque garçon, au fond, a un conseiller spirituel qui est un prêtre de la maison qu'on lui assigne et qui a comme mandat plus particulier de le faire cheminer justement sur le plan de la religion et entre autres de voir s'il a en lui la vocation. Ça se passe bien, ça se passe mal, ça dépend des personnalités, mais on voit qu'il y a eu de véritables relations de transmission très belles, hein, très fortes aussi, qui a existé. Qui se sont poursuivis aussi dans le temps. Ils ont correspondu très longtemps. Il y a plein d'exemples dans votre livre de ça. C'est intéressant. Et bien sûr, ces prêtres-là, quand la chimie fonctionnait, prenaient un peu le rôle du père. C'était des modèles paternels parce que le père, évidemment, est absent de l'univers du collège. On va recevoir de la correspondance, on va le voir à Noël puis pendant l'été, mais ça s'arrête là. Donc, ce sont davantage les prêtres qui vont jouer ce rôle-là d'accompagnement et certains vont garder pendant longtemps dans leur vie, certains anciens pensionnaires, d'anciens des collèges, vont garder longtemps cette affection pour un mentor, quelqu'un qui leur a amené à découvrir, entre autres, les arts, la musique. Et le fait que ça se passe, que l'anecdote que vous contez se passe dans une chambre, c'est que les prêtres habitaient dans les collèges. Ils étaient agrégés. Ils avaient leur chambre dans les étages supérieurs et c'est là qu'ils exerçaient leur ministère de conseiller spirituel. Et on voyait cela comme tout à fait acceptable que les garçons aillent faire leur tour ponctuellement dans les chambres des prêtres. Parlons des femmes, parce qu'il y a un chapitre sur les sœurs de la Sainte Famille, on l'a dit. En fait, c'est drôle parce que dans une autre partie du livre, vous écrivez que, en fait, c'est les collégiens qui le disent, c'est-à-dire que les femmes étaient absentes et en même temps omniprésentes dans les collèges, parce que, évidemment, c'est des jeunes hommes qui pensent aux femmes, on leur dit de faire attention parce que c'est des voleuses de vocation, mais il y a eu des femmes qui ont travaillé. En fait, on a créé des ordres religieux spécifiquement pour le travail domestique des collèges privés, des collèges classiques. Tout à fait. Tout à fait. Les collèges, c'est des institutions imposantes là, qui deviennent imposantes au fil du temps avec des cohortes de 600, 700 étudiants parfois. Et alors, il faut nourrir tout ce beau monde, il faut faire le ménage, il faut faire la blanchisserie, tout ce qui va avec l'entretien d'une maison, puis surtout d'un pensionnat. C'est quelque chose, ça coûte cher. Et là, la question financière est vraiment très importante dans le choix qu'on a fait de se tourner vers des communautés religieuses qui sont désignées justement pour le soutien aux prêtres. C'est comme ça qu'on justifie leur vocation. Mais au fond, c'est des femmes de ménage essentiellement ou des cuisinières
Et puis, on va avoir beaucoup de mépris parfois pour ces femmes-là qui vont pourtant être essentielles dans l'existence de ces institutions-là. On va les appeler les sœurs à torchon. Oui. En considérant que oui, ce sont peut-être des religieuses, mais franchement, là, on parle pas des Ursulines, de la congrégation Notre-Dame. Là, c'est des religieuses de plus bas étage et qui sont pas trop éduquées et qui, au fond, sont surtout bonnes pour faire de l'entretien. En fait, on va même pas prendre au sérieux leur vocation. Oui, c'est ça. Alors, c'est la plus grande communauté qui a été créée là, dans ce contexte-là et avec cette mission-là, ce sont les petites sœurs de la Sainte Famille, dont la maison mère, Maison Générale, est ici à Sherbrooke, où j'enseigne. Et ça a été elles ont été jusqu'à 1000 religieuses là, dans leurs années fastes, dans les années 40, 50, je crois, à exercer ce travail-là de soutien aux prêtres, mais comme les prêtres se trouvaient en bonne partie dans les collèges, c'est là qu'elles exerçaient et elles faisaient du travail là, ménager, mais elles étaient payées. Là, c'est à peine si on peut dire qu'elles étaient payées. Oui, c'est ça. Vraiment on peut même, quasi bénévolat. On peut même et pas... c'est ce qui a permis, au fond, autant les garçons et les religieuses ne se croisaient que très, très peu. Et même à la cafétéria, on va mettre des voilages ou il y a tout un système pour cacher ces femmes voilées. Mais au fond, elles sont, quand on examine ça sur un plan strictement économique, c'est ce travail invisible-là qui a en bonne partie permis la survie Totalement. Parce que... de ces collèges qui n'étaient pas toujours très facilement et avec peu de moyens. Oui, parce que vous le dites, c'est des collèges prestigieux, mais qui n'étaient pas riches du tout. Le financement venait des rentes des pensionnaires. Parfois, les prêtres eux-mêmes mettaient la main à la pâte. Un mécénat des anciens élèves, des subventions du diocèse. Bon, mais c'était un casse-tête de boucler le budget. Et on s'est, comme dans bien des domaines, servi des femmes pour aller chercher de la main-d'œuvre à bon marché, mais qui est essentiel. Et d'ailleurs, les sœurs de la petite famille, de la Sainte Famille, ont œuvré, entre autres, au séminaire de Sherbrooke jusqu'en 1994. Ah oui, il y en a eu très tardivement. Oui, c'est incroyable. Mais en fait, à ce moment-là, en 94, elles étaient au service des prêtres qui sont retraités. Et ça, c'était intéressant aussi de savoir ça, c'est que les prêtres étaient agrégés au collège classique. Hein. Au bout d'un certain temps, on leur donnait leur agrégation. Et là, ça faisait en sorte que la maison, l'institution, leur devait aussi une pension, une retraite. Et cette retraite-là, elle prend la forme d'un lieu de résidence. Et encore aujourd'hui, si je vais au séminaire Saint-Charles-Borromée de Sherbrooke, mais si je monte encore aux étages supérieurs, il reste quelques prêtres, souvent très âgés, 90, 80, et qui habitent là. Et c'est la maison qui leur doit cette retraite-là pour avoir passé toute leur vie au service de l'éducation. Donc, les sœurs des années 90, elles œuvraient surtout auprès des prêtres retraités pour leur faire la popote et les soutenir de cette façon-là. Bon. On va terminer avec ça. L'héritage. Qu'est-ce qu'il en reste des collèges classiques aujourd'hui? Parce qu'il reste un héritage. Il est peut-être furtif, mais quand même présent à plusieurs niveaux, entre autres dans les débats sur l'école. On le voit encore aujourd'hui. Il y a encore des débats, une espèce de nostalgie. Qu'est-ce qu'il en reste justement de cet esprit-là des collèges classiques aujourd'hui? Louise, bienvenue. Oui. Alors, moi, je pense que c'est une mémoire quand même qui s'effrite parce que l'on s'éloigne de cette réalité-là. Puis il y a de moins en moins de gens là, qui sont, disons, des décideurs et des gens très impliqués là, dans les milieux de l'éducation qui ont passé par ce moule-là. Mais ça reste une référence malgré tout. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu la réforme du programme de sciences humaines au cégep où il était question là, d'abolir le cours d'histoire des civilisations occidentales qu'on considère comme un peu la dernière pièce là, importante qui est un héritage des humanités humanités classiques telles qu'enseignées autrefois dans les collèges, c'est l'histoire de l'Antiquité, l'histoire du Moyen-Âge, les anciens. Le berceau de l'Occident. Le berceau de l'Occident. Le berceau, effectivement, les fondements même de notre civilisation. L'option qui a été choisie, c'est de raccourcir la période et d'élargir le regard. Donc, on se concentre plus uniquement sur l'Occident, mais on va voir ce qui se passait en Afrique, on va voir ce qui se passait en Asie. Donc, c'est des choix de société, des choix pédagogiques. Mais dans ce contexte-là, la référence au collège classique, elle est revenue souvent. Lucien Bouchard, par exemple, a pris la parole en disant que c'est
On savait pas ce qu'on faisait en prenant des décisions aussi légèrement, en tuant justement cette tradition de transmission qui existe depuis des centaines d'années. Donc oui, le collège est encore présent dans nos débats éducatifs. Et il nous rappelle aussi, je pense que c'est intéressant d'avoir ce modèle-là en tête pour parfois être des meilleurs critiques de notre système d'éducation actuel. On a si je peux me permettre quelques mots là-dessus, bien sûr. On a une école contemporaine qui est moins une école de la transmission, comme c'était le cas pour les collèges classiques. C'est plus une école de l'initiative. On veut que le jeune soit en action, qu'il soit le moteur de son propre savoir, etc. Le collège nous rappelle que peut-être il faut trouver un équilibre dans ça. En tout cas, ce modèle-là nous éclaire, je trouve, sur les tendances qu'on prend parfois aujourd'hui. On a une éducation quand même qui est très adaptée aux impératifs du présent, former les jeunes au marché du travail, c'est bien nécessairement, mais est-ce qu'il ne faut pas avoir un équilibre entre le savoir appliqué puis un savoir plus désintéressé, valoriser la culture, pour ce qu'elle est, pour la réflexion elle-même, ce que valorisaient les humanités classiques. Donc, il ne s'agit pas, pour moi, de dire « Ah, c'était donc le bon temps. Comme femme, je ne pourrais jamais dire ça. J'aurais même pas pu y avoir accès au classique. » Mais de voir comment ce modèle-là, qui a été quand même... qui s'est étiré et prolongé sur plusieurs années, et avait comporté en lui une certaine sagesse. Cette idée on voulait former l'honnête homme, un homme qui a un bon jugement, qui n'est pas nécessairement spécialisé, surspécialisé dans certaines choses, mais qui, en toute chose, est capable de dégager un certain sens. Et on valorisait la culture, et ça passait nécessairement par la culture, par beaucoup de lecture, d'écriture. Alors, voilà quelque chose peut-être que le collège nous enseigne. Cet ancien modèle-là qu'on veut pas réactiver nécessairement, mais qui pourrait nous ramener à exercer certains garde-fous sur les tendances très utilitaristes de l'école actuelle. Tout à fait. Une chose aussi en fréquentant le passé éducatif à travers cette institution-là, qui me sautait aux yeux, c'est tout cet accent qu'on met sur je vais nommer ça le recueillement. Pour étudier, il faut avoir un contexte, il faut pouvoir savoir se recueillir comme individu, se concentrer, etc., dans un contexte qui est favorable à ça, loin d'une certaine agitation. Et je pense que ça aussi, ça nous interpelle comme contemporains, avec beaucoup de sollicitations et des difficultés parfois de concentration et d'apprentissage. Tout à fait. Donc, écoutez, c'est toujours délicat, on ne veut jamais passer pour les vieux rincards du cours classique, mais en fréquentant, je trouve, cette histoire-là, on découvre une certaine sagesse et on découvre certaines autres choses qu'on aime moins voir. Tout à fait. Mais c'est important, je pense, de connaître ce qui s'est fait avant nous, puis de ne pas toujours réinventer la roue en matière éducative, en sachant qu'il n'y a pas nécessairement de miracle en éducation. Il n'y a qu'un travail assidu et patient. Et je pense avoir appris ça dans votre livre, mais avec les photos au centre, on est en pleine période de réflexion sur les balles de finissant, et les collèges classiques ont instauré, je crois, la tradition de la photo de finissant. Ça nous vient des collèges classiques. Ces fameuses mosaïques qu'on voit quand on fréquente les anciennes institutions. Vous avez été au pensionnat privé, à l'école privée, vous avez sûrement dû voir ça, tapisser les murs. Oui, il y a vraiment ce rituel-là. Il y avait une cérémonie qui s'appelait la prise du ruban et qui venait à la toute fin du parcours. Et il s'agissait pour chacun des finissants de déclarer ouvertement aux yeux des autres sa vocation. Et bien sûr, ce qu'on valorisait le plus, c'était le ruban blanc. Ceux qui arrivaient à la cérémonie arborant un ruban blanc, ça veut dire qu'ils avaient choisi, mon Dieu, la vocation. La mission la plus noble, celle de la prêtrise. Mais par ailleurs, d'autres choisissaient le droit, les affaires, la médecine, etc. Donc, mais c'est un rituel, effectivement, une sorte de manière de dire, on a passé en travers, c'était difficile, on a fait des efforts, mais voilà, on est arrivé. Et on fait partie de ce groupe. Il y a quand même la formation d'une élite à travers tout ça. On fait partie de ce groupe qui a réussi, qui a traversé ces épreuves-là avec difficulté, mais avec succès. Louise, bienvenue. Merci infiniment pour cette intrusion dans cet univers-là. J'espère que les gens vont avoir envie de lire ce livre-là, le Collège classique pour garçons, qui est toujours disponible, bien que paru en 2014. Oui, à la balado, nous ne sommes pas soumis à la tyrannie de la nouveauté. On peut parler de livres qui ont été publiés il y a quelques années. Alors, vous êtes professeur au département d'histoire de l'Université de Sherbrooke. Merci infiniment, Louise, bienvenue. C'était vraiment passionnant. Merci. Merci à vous pour l'invitation. Au revoir. Merci.